Donc, on attaque avec la plénière numéro 2, toujours dans la même thématique, anticiper pour ne pas subir, les enjeux de mobilité. Jingle. Et donc, j'appelle sur l'estrade Patrice Lallemand et Daniel Aubaret, ainsi que Pierre Cavé. Sébastien Arnaud nous rejoindra un tout petit peu après. Donc installez-vous, je crois que vous préférez être dans les fauteuils pour intervenir. Donc un duo pour démarrer, et Pierre Cavé prendra la parole ensuite sur... Non, tu préfères comme tu veux, voilà, vous êtes libre. Installe-toi. Donc Patrick Lallemand, la parole est à vous. Merci. Alors, je pense que c'est mieux d'enlever votre masque juste pour l'intervention. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci, donc c'est Patrice Lallemand. Pardon, c'est pas grave. Patrice Lallemand, désolé. Du coup, la télécommande se trouve c'est là. Et il faut bien pointer vers la régie pour faire bouger les slides. D'accord. Donc l'idée, c'était de faire un focus entre les sujets de mobilité et de tourisme. Et c'est un sujet sur lequel nous travaillons avec le CRTL, avec la direction du tourisme de la région Occitanie, la direction de la culture avec SNCF Voyageurs et Daniel, directeur du marketing de SNCF Voyageurs ici présent, et mon équipe au sein de la direction des transports à la région, pour essayer de travailler intelligemment et en partenariat sur l'offre de transport et qui puisse répondre à l'offre touristique et dans un objectif de lutte contre le réchauffement climatique. Donc, déjà, ça commence par vous présenter un petit peu. Je vais commencer par vous présenter ce que c'est que le réseau LIO et cette stratégie Allez-y avec LIO qu'on a développée depuis 2 ans maintenant pour atteindre cet objectif d'une écomobilité en matière de tourisme. Donc le réseau LIO, ce sont les trains régionaux, ce qu'on appelait auparavant les TER. Ce sont les autocars de lignes régulières, les lignes interurbaines. Ce sont également les transports scolaires, le transport à la demande, toutes les mobilités actives et alternatives que la région tente de soutenir avec son plan vélo par exemple. Et ce sont également les pôles d'échange multimodaux qui sont à la fois des infrastructures mais des lieux où l'on peut laisser sa voiture pour prendre un autre mode de transport tel que le train, le car, etc. Mais c'est donc quelque part LIO, c'est la politique régionale en matière de toutes les mobilités. Donc c'est un petit peu ça finalement cette marque qui a été créée en 2018. Les chiffres clés du réseau LIO, d'abord pour le LIO train, donc pour l'aspect ferroviaire, vous avez un certain nombre de chiffres qui sont indiqués ici. Il y a 30 lignes. Il y a 281 gares, ce sont chaque jour 550 trains qui roulent dans la région et c'est surtout, au-delà de ces chiffres, depuis quelques années un investissement très important dans les infrastructures pour permettre l'amélioration de la circulation des trains et puis surtout un investissement très important également dans le renouvellement du parc de matériel roulant et dans sa rénovation. Ainsi que par conséquence de l'amélioration de la fiabilité. Parce qu'on peut faire toute la promotion qu'on veut d'un réseau, mais s'il ne répond pas aux attentes des usagers, on n'arrivera jamais à faire venir des gens dans les trains ou dans les cars. Sur le plan du réseau routier, on a à peu près des chiffres similaires. Ce sont chaque jour 170 000 élèves qui sont transportés de la maternelle au lycée. Dans toute la région, c'est un budget conséquent. On a 4000 services de transport par jour, plus de 5000 conducteurs et conductrices de cars qui sont employés chaque jour pour le transport des commerciaux et des élèves. Et au-delà de ça, ce qui est important par rapport à tous ces chiffres, c'est que là aussi, depuis que la région a repris les transports interurbains qui jusqu'à présent étaient assurés par les départements, les transports interurbains et scolaires, il a été fait un effort conséquent sur le renforcement et la coordination de l'offre de transport entre le train et le car,
sur l'ensemble du territoire pour essayer d'avoir un maillage très fin du territoire. Également une amélioration du confort avec un investissement assez important dans le parc des autocars et là aussi une attractivité de l'offre commerciale pour rendre plus lisible l'offre et puis plus compétitive, notamment par rapport au train et par rapport à la voiture bien évidemment. Puisqu'on parle de tourisme, on a travaillé justement avec le CRTL, avec les équipes de Daniel et la direction de tourisme, à essayer d'identifier le nombre de destinations touristiques, mais on devrait plus parler d'objets touristiques. En fait, ce sont plusieurs dizaines de milliers qui sont desservis par le réseau LIO, que ce soit train ou car. Et donc on s'est dit qu'il était quand même, ça va expliquer aussi pourquoi on a créé cette stratégie Allez-y avec LIO, c'est de se dire finalement on peut, le réseau tel qu'il est, et même si on peut encore l'améliorer, dessert déjà énormément de destinations et de points d'intérêt touristique dans la région, et qu'il est juste bon de le faire savoir à l'usager qui a besoin de se rendre quelque part. Et le réflexe doit être effectivement tout d'abord d'aller interroger le navigateur et le calculateur d'itinéraire pour savoir comment se rendre sur un point touristique avec l'IO. Je suis allé un peu vite. Voilà, parce que en fait, notre objectif aussi derrière, c'est de opérer du report modal de la voiture vers les transports en commun. Vous voyez qu'ici, on voit qu'en Occitanie, on a encore 79% de prédominance de la voiture dans tous les déplacements du quotidien. On n'est qu'à 6% de transport collectif, donc on a une grande marge d'amélioration sur ces aspects-là. Et la stratégie Allez-y avec l'IO répond d'un certain point de vue à ces impératifs de lutte contre le changement climatique. Donc, comme je vous le disais, on a commencé par effectivement, tout d'abord, avant de promouvoir un réseau, il faut investir dans les infrastructures, le matériel roulant, améliorer la desserte, l'offre, rendre lisible l'offre et la rendre attractive. Donc on a travaillé là-dessus avec le 1 euro, etc. Mais Daniel vous en parlera tout à l'heure. Proposer une information voyageur fiable et précise. C'est très important que quelqu'un qui veuille se rendre d'un point A à un point B sache où trouver l'information, et que cette information soit effectivement celle qu'il voit ensuite en attendant son car ou son train. Et ensuite, l'idée, c'est d'aller recruter de nouveaux usagers, puis de les fidéliser et de les rendre de voyageurs occasionnels à voyageurs du quotidien. Et c'est là l'objectif de cette stratégie. Alors, Allez-y avec l'IO, c'est donc une stratégie qui a pour objectif d'inciter à l'usage du réseau LIO, au départ, pour des déplacements occasionnels et de loisirs. Quelqu'un qui a toujours l'habitude de prendre sa voiture pour aller travailler aura peut-être des difficultés à essayer, pour se rendre au travail, de prendre le train. Le risque d'arriver en retard, de prendre une nouvelle, de tenter une nouvelle expérience sans avoir levé un peu les a priori qu'il peut avoir sur le train ou le car tel qu'on l'a tous vécu il y a quelques années. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'avec le tourisme ou les événements de loisirs ou culturels, on pouvait essayer de faire essayer justement l'IO à ces occasions-là, donc dans un cadre plus détendu, où on est moins inquiet de l'heure, on est moins inquiet de peut-être des conditions dans lesquelles ça se fait. Et puis là, on découvre une expérience LIO plutôt agréable avec des trains neufs. On n'imaginait pas que les trains régionaux étaient effectivement aujourd'hui rénovés ou neufs, avec des autocars qui sont plutôt confortables par rapport à ce qu'on a connu à une certaine époque. Et donc, cette expérience-là, à l'occasion d'un festival, à l'occasion d'une visite de musée, d'une randonnée, on se rend compte qu'effectivement, on peut utiliser les transports en commun, que c'est à l'heure, que c'est confortable et que du coup, on passe du temps agréable pendant le voyage où on est libre un peu de ses mouvements, on n'est pas conditionné par l'attention qu'on porte à la route, etc., à la destination. Donc, c'était l'idée de faire par l'expérience du déplacement de loisirs la redécouverte des transports en commun et peut-être à la longue amener ces usagers occasionnels à se dire pourquoi pas tous les jours utiliser le train ou le car pour me déplacer.
Et il y a l'idée de créer un label que vous voyez ici, allez-y avec Clio, un tampon. Je vous expliquerai après comment on peut l'utiliser pour systématiquement penser transport en commun quand on parle déplacement événementiel, culturel, de tourisme ou de loisirs. Du coup, pour vous montrer un petit peu ce qu'on développe, notamment depuis cet été, même si ça a été initié l'été précédent, pour faire coïncider un peu l'offre de loisirs et de tourisme avec l'offre de transport en commun. On a effectivement édité des guides départementalisés avec à chaque fois le réseau du département, l'IO du département, et les points d'intérêt, qu'ils soient grands sites Occitanie ou pas, qui sont desservis. Et tout ça a été livré à 160 offices de tourisme du territoire. Alors peut-être que tout le monde n'est pas dans nos radars, et donc là il faudra qu'on travaille avec vous pour essayer de vous identifier. On passera sans doute par le CRTL pour ça aussi, la direction du tourisme, pour pouvoir effectivement vous apporter toute l'information dont vous aurez besoin. On a un stand d'ailleurs, vous pourrez venir nous voir si vous avez besoin d'avoir accès à nos documents et nos outils de communication. On a édité un magazine hors série cet été également pour identifier par département 3 ou 4 destinations ou 3 ou 4 sites, que ce soit des musées, des sites naturels, des festivals qui pouvaient être desservis par l'IO train ou l'IO car, que ce soit par des lignes standards qui tournent toute l'année ou par des lignes saisonnières qui sont créées spécifiquement pour la saison estivale. Ça aussi, ça a été diffusé dans toutes les gares ferroviaires, dans les offices de tourisme et les maisons de région. On a une rubrique dédiée sur le site lio.lesregions.fr qui permet, avec une carte interactive, mais qu'on retrouve également sur le site de SNCF TER Occitanie, qui va s'appeler bientôt trainlio.fr. Daniel en parlera. On a identifié un certain nombre effectivement de destinations, et vous pouvez retrouver pour toutes ces destinations la desserte par car ou par train. Voilà, comme je vous l'expliquais en ouverture de mon propos, on travaille dans un groupe de travail qui réunit un peu toutes les entités qui ont cette préoccupation de faire converger ensemble les enjeux effectivement de mobilité, de développement économique par le tourisme, mais également de lutte contre le réchauffement climatique, donc pour travailler sur une meilleure lisibilité de la desserte en transport en commun et par l'IO de tous ces points d'intérêt touristiques, événementiels, culturels. Il ne faut pas oublier la culture. Et voilà, on a créé ce label qui est téléchargeable sur le site, qui permet à chaque entité, chaque structure, un festival, un musée, un office de tourisme, d'apposer ce label avec une partie cliquable qui permet ensuite d'aller directement sur le calculateur d'itinéraire, l'IO, pour voir quelle est la meilleure façon de se rendre sur tel ou tel point du territoire qui présente un intérêt. On a communiqué aussi cet été sur de nouvelles lignes qui ont été créées spécifiquement sur une saison qui parfois sont pérennisées d'une année sur l'autre, mais toujours sur une période estivale. On va faire la même chose, je crois, aussi cet hiver pour la desserte des stations pyrénéennes, avec donc une communication très territorialisée sur telle ligne, avec des culs de bus, LIO bien sûr, et des flyers dans les offices de tourisme, dans les maisons de région. Voilà, c'est un exemple de ce qu'on fait, mais qui peut être largement amélioré également. On essaie d'avoir de plus en plus de visibilité sur les lignes elles-mêmes pour que les touristes, qu'ils soient de l'extérieur de la région ou intra-régionaux, aient soudain envie d'y aller en car ou en train. Il y a eu la même opération sur des trains événementiels. Voilà, ça c'est l'opération Tour de France. Peut-être que Daniel, tu peux en dire un petit mot. Oui, tout à fait. Donc la chance qu'on a sur le territoire, c'est qu'on a énormément de richesses touristiques. Alors soit, j'allais dire permanentes, soit éphémères. Donc là, on parle bien d'une actualité éphémère. Et je dirais que ce qui est intéressant sur ces sujets-là, si je remonte un petit peu à la genèse, c'est que donc en sortie de l'été, donc été 2020, on sort de cette crise sanitaire importante. Et très vite, nous, SNCF, on est interpellés par le fait de dire faire changer les habitudes de mobilité une fois dans l'année. Souvent, quand on parle du train,
on pense au domicile-travail. Bah oui, mais il n'y a pas que ça dans la vie, puis regardez ce qui s'est passé. Et donc aujourd'hui, notre sujet, c'est vraiment de se dire, il y a autre chose que le domicile-travail. On a la chance d'avoir sur le territoire une richesse touristique. On a une région qui est pro-ferroviaire et très tôt, j'allais dire, nous on a répondu présent. Voilà, Jean nous a sollicité, Patrice aussi. On s'est dit, mais comment collectivement on peut construire une offre de mobilité vraiment centrée sur le tourisme. Et là aussi, on va se parler franchement, tout ne marche pas. Il y a des prérequis. Vous voyez, le Tour de France, ça a été plus une opération de communication qu'il fallait faire qu'une communication de billets. En réalité, on n'a vendu que 36 billets. Mais ce n'est pas grave, il fallait quand même la faire. Et globalement, c'est une vitrine. Et tout ça pour vous dire qu'en définitive, quand on démarre la réflexion collective, le CRTL, la région, première chose, on s'est dit, tout ne marchera pas, il y a des prérequis. Le premier prérequis, c'est est-ce que je peux me rendre facilement d'un point A à un point B. Donc le point A, c'est mon domicile. Le point B, c'est le lieu touristique où je veux me rendre. Et le premier sujet, mais on est tous pareils, c'est OK, est-ce que c'est facile d'accès, un transport collectif, que ce soit un lieu autocar, un lieu au train. 2, est-ce que j'ai une correspondance? Et là, quand vous avez une correspondance, vous perdez 30% du potentiel. Et c'est pour ça qu'on a fait l'exercice avec les objets touristiques où on s'est dit, il ne faut pas croire qu'on va aller partout en train ou en autocar. Ce n'est pas vrai. Il y a des lieux qui marcheront, il y a des lieux qui ne marcheront pas. Donc ça, c'est un prérequis qu'il faut admettre. Et puis, il y a aussi un deuxième prérequis, c'est qu'il y a des lieux qui sont très locomotives en Occitanie. Et si on veut amener des gens ailleurs que sur les lieux locomotives, ça va être aussi très compliqué. Parce que quand vous allez à Paris, imaginez aller à Paris ne pas aller voir la Tour Eiffel. Donc ça aussi, c'est un deuxième prérequis à intégrer. Et une fois qu'on fait ce travail-là, on fait une première analyse pragmatique, c'est le parcours voyageur. C'est de se dire à combien de distance je me trouve d'une gare, un point de départ, un point d'arrivée. Donc on va travailler sur les isochrones. Et globalement, c'est ce qu'on a fait. C'est ce que disait Patrice tout à l'heure sur les 100 000 points qu'on a identifiés, les fameux objets touristiques, c'est 100 000 qui ont été traités. Sur ces 100 000, on en garde 10 000. Il y en a 100 000, je crois, dans le site du CRT. On en a gardé 10 000 qui sont compatibles avec ce parcours-là. Et déjà, ça, c'était le premier critère. En se disant, déjà, on ne va pas communiquer sur ça. Premier levier. Deuxième levier, c'est OK, on a identifié les 10 000 points qui ont du sens. Le nerf de la guerre, ça va être l'information. Et aujourd'hui, un Occitan ou un touriste qui vient hors Occitanie, c'est pas forcément sur le site Lyotrain qui spontanément va se dire tiens, je vais aller voir le château de Foix, ou je vais aller à Aigues-Mortes, ou je vais me rendre au Pont du Gard, ou je vais me rendre éventuellement à Millau. Donc c'est pas là qu'il va. Où est-ce qu'il va naturellement? Il va sur un site du CRTL. Et c'est là où l'idée, c'était de se dire, mais comment au bout d'un moment, et ça c'est important, parce que ce qui fait la force et ce qui fera la force demain des offres de complémentarité qu'on peut imaginer, c'est la façon dont on le fait savoir. Et nous, côté SNCF, là-dessus, j'allais dire, on est sur la partie touristique, on est tout petit. Et la force, c'est ce que vous avez aujourd'hui sur le site depuis l'été 2021. Les 10 000 points qui ont été recensés, vous habitez à Lunel, vous avez envie de vous rendre au château de Foix, c'est loin, mais vous allez y arriver. Vous n'allez pas penser forcément sur le site Lio, vous allez chercher sur le site du CRTL, là vous allez dire tiens, château de Foix, et là tout d'un coup on va vous raconter une petite histoire en disant tiens, allez-y avec Lio. Et sans sortir, alors pareil, simplification du parcours voyageur, on vous dit au fait, à Lunel, il y a tant de trains par jour, à Foix, il y en a tant par jour. Et puis regardez, si vous voulez acheter votre billet, vous pouvez rester sur le site du CRTL et vous allez acheter votre billet. Donc là, on touche du doigt un deuxième levier de réussite, c'est de se dire, une fois que vous expliquez à la personne que c'est facile, qu'il y a suffisamment d'offres, que vous n'allez pas marcher, que vous êtes à proximité du lieu, et qu'en plus, en parcours d'achat, vous n'avez même pas besoin de basculer sur le site Lio, c'est également un entraînement qui est incitatif. Troisième élément, le prix. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est facile, avec du 1 euro, qui va payer, mais ça coûte une fortune, mais vous ne vous rendez pas compte. Il faut remettre les pieds sur terre, c'est-à-dire que la tarification de 1 euro aujourd'hui, c'est 10% des usages en Occitanie. Vous prenez une boîte comme Decathlon, comme Leclerc, comme Carrefour, ça s'appelle de la promotion, ça s'appelle du captage de nouveaux voyageurs, ou ça s'appelle venez l'essayer, et évidemment, ce qui marche, c'est le petit prix. Alors évidemment que là-dessus, on a historiquement, ex-Languedoc-Roussillon, on avait cette tarification à 1 euro là. On l'utilise, j'allais dire, de façon intelligente pour promouvoir la première fois. C'est-à-dire, venez l'essayer la première fois. Alors, vous n'êtes pas convaincu du train parce que vous êtes très pro-voiture. Si je n'arrive pas à vous convaincre sur le levier, je vais laisser ma voiture, je vais peut-être toucher le levier du pouvoir d'achat. Et évidemment, il y a toute une tarification attractive, alors qui est vraiment incitative. Et c'est le troisième élément, j'allais dire, à l'ingrédient, qui permet de dire, quand vous avez bien ciblé les lieux, vous partagez l'information et la dynamique. Vous avez en plus, périodiquement, des petits prix.
vous avez des performances. Alors ça ne marche pas toujours, hein, et je reviens sur le Tour de France. Le Tour de France, on avait fait un billet à 5 € pour aller sur toutes les étapes d'Occitanie voir le Tour de France. On n'en a vendu que 36. Mais c'est pas grave, c'était aussi comment au bout d'un moment on sait faire preuve d'agilité. Je crois qu'aujourd'hui, sur ce type d'opération, il faut s'autoriser l'échec. Le Tour de France, au départ, quand on en parle, on se dit oui, il y a 5 étapes en Occitanie cette année, alors l'année prochaine il y en aura encore plus. On se dit oui, il y a peut-être potentiellement des gens qui pourraient se rendre sur les étapes du Tour de France en train. On l'a monté, c'est valorisant. Là, les gens se sont dit, nos voyageurs se sont dit, tu as vu, en plus, Lio, ils sont hyper réactifs. Hein, ça valorise l'image de la région, ça valorise l'image de Lio. Ça montre comment aussi un opérateur ferroviaire peut être en agilité. Au final, il n'y en a eu que 36. Alors, celui-là, il n'a pas marché. Mais par contre, les jeunes aujourd'hui en Occitanie, on en avait 20% des voyageurs avant 2019. Aujourd'hui, on en a 40. Et là, j'allais dire, le pari, il est gagné. C'est-à-dire qu'en 2020, la région dit on sort de cette crise sanitaire, on fait du 1 € pour les jeunes, 700 000 billets vendus. Alors faites le bilan en carbone de 700 000 personnes qui voyagent dans un train. Hein. Si vous calculez la même chose par rapport à la voiture, vous multipliez par 8 en termes d'effets négatifs. Hein. Et de ces 700 000-là, on a continué cet été à faire la même chose, 14 juillet, 15 août. On fait 18% de billets supplémentaires vendus. Et puis également dans cette capacité à venir chercher aussi des nouveaux voyageurs, c'est le plus égal 0 que vous avez peut-être entendu parler. Alors ça s'appelle la gratuité à l'usage. Alors là aussi on va dire, oulala, on a dit en gros mot, on a dit la gratuité. Oui, mais on a dit la gratuité à l'usage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez aller jusqu'à ne plus payer si et seulement si vous faites plus de 20 trajets par mois. On a fait une expérimentation cet été au mois d'avril avec 2000 jeunes. On généralise, la présidente généralise au mois de septembre. Aujourd'hui, on en a 11 000. Tout ça pour dire que le plan de conquête qu'évoquait Patrice tout à l'heure, on peut avoir la même logique demain sur se dire, mais vous imaginez, il y a plus de 6 millions d'habitants en Occitanie aujourd'hui. Imaginez collectivement, si on s'applique cette démarche, hein, de dire, ok, travaillons ensemble, allons valoriser globalement, montons les produits qui vont bien. Vous imaginez si chaque habitant voyage une fois dans l'année, ça veut dire plus de 6 millions de déplacements. Vous le divisez par 250 jours à peu près, en moyenne, vous êtes à plus de 24 000 déplacements jour. Aujourd'hui, on est à 63 000 voyages jour, c'est le chiffre que vous a donné Patrice tout à l'heure. La présidente Carole Delga nous dit il faut aller chercher les 100 000 dans 10 ans. Et dans ces 100 000, ils vont se faire avec vous. C'est-à-dire qu'on doit aller chercher de la mobilité touristique, pas forcément que l'été d'ailleurs, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a une activité hyper intéressante. Et aujourd'hui, on est en train de regarder les études de la crise sanitaire. On pourrait se dire, ah là là, télétravail, vous êtes mal barré. Les gens vont moins se déplacer en domicile travail. Ce qui ressort aujourd'hui dans les études sociologiques, c'est que quand vous travaillez chez vous, le week-end, vous avez envie de sortir. Et l'inverse, quand vous prenez le train du lundi au vendredi, je peux vous dire, vous ne le prenez pas le samedi et le dimanche. Donc on voit bien que dans ce qui sort aujourd'hui, dans les tendances de cette crise sanitaire, il y a une vraie opportunité de concevoir des nouveaux produits, des nouveaux services, hein, du 1er janvier au 31 décembre, et pas uniquement en juillet-août, hein, on pourra en parler par rapport au problème de l'affluence, des pics, et comment aussi on gère tout ça. Et nous, on est vraiment aujourd'hui à l'écoute, hein, et en mode agilité pour inventer des produits, des solutions qui sont complètement en rupture de ce qu'on peut avoir de transport public. Alors, ça peut être, j'allais dire, en solo comme on l'a fait là, mais ça peut être également des trains spéciaux. Et cet été, pour la première fois, on a inauguré des trains spécifiques. Hein. C'était vraiment des trains événementiels. Alors, je reviendrai sur la tarification combinée tout à l'heure. J'en reparlerai, je conclurai par ça. Là, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est premier prérequis des acteurs impliqués locaux. Une belle dynamique. On l'a fait sur la rive droite du Rhône, on l'a fait sur le Grand Orbe, et on ne peut pas travailler sans tous ces acteurs-là. Évidemment, tous les acteurs touristiques, les acteurs institutionnels. Hein. Et ces acteurs-là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, nous, on croit au tram, et on croit à cette mobilité, on croit au report modal. Et à travers, on a le Pont du Gard qui est présenté là, pour la première fois en Occitanie, on a fait des nocturnes, on en a fait 2, une juillet et une au mois d'août, pour aller depuis Nîmes, aller faire des nocturnes au Pont du Gard. C'est moins de voitures sur les routes, c'est moins de voitures sur les parkings du Pont du Gard, et c'est quelque part un bilan carbone qui est bien plus positif. On a fait 2 trains complets. On en a fait 2 cette année, donc c'était un billet combiné hein, pour 5 €. Vous preniez le train à Nîmes, vous descendiez au Pont du Gard, vous preniez un Lio autocar, vous aviez le spectacle de nocturne du Pont du Gard et vous aviez une dégustation de vin. Donc on est vraiment là on casse on coche toutes les cases, hein, c'est-à-dire une tarification attractive, évidemment un site dont on sait l'attractivité qu'il a.
on met de la mobilité, j'allais dire, combinée derrière, ça fonctionne. Le Grand Orbe, idem, alors on est sur notre secteur de l'Occitanie, c'est pareil, on a fait au mois de septembre, dans le cadre des Journées du patrimoine, alors là c'était même de la dentelle, c'est-à-dire qu'on a utilisé là où les gens se rendaient en voiture et on a fait même des arrêts spécifiques pour que le train s'arrête, les gens allaient visiter une demi-heure, ils remontaient, et ainsi de suite. Tarification hyper attractive, 2 €, on a vendu le train à 24 heures. Donc globalement, on voit bien que l'attractivité, quand j'allais dire le produit est bien placé, quand le service répond avec tous les avantages qu'on peut avoir du train, et puis en plus, ce n'était pas des vieux trains qu'on mettait ce jour-là, on a la chance, Patrice l'a souligné tout à l'heure, on a une vraie politique d'investissement forte qui est portée par la région. Ce qu'on veut casser aussi, c'est ouais non, le train c'est vieux, c'est pas pour moi, c'est pas adapté, c'est pas rapide, c'est pas confortable. Et là, on casse tous les codes et on fait changer les habitudes de mobilité. Et puis après, on peut aller aussi sur un autre type de partenariat, c'est les billets combinés. Mais attention, il y a un bémol. Vous connaissez, je pense, tous Skirail. Donc Skirail, c'est un produit historique qui permet d'aller skier dans nos belles stations d'Occitanie en combinant le lit au train plus le forfait. Ça ne marche pas à tous les coups. Ça marche pas à tous les coups parce que sur Skirail, il y a plus d'une dizaine de stations desservies. Axe-les-Thermes fait plus de 80% de la desserte. Pourquoi ? Je reviens au cas numéro 1 de tout à l'heure. Parce que quand vous descendez à Axe-les-Thermes, vous êtes quasiment chaussé les skis, vous prenez le télésiège et vous skiez. Donc, pour ça aussi de dire attention, toutes les bonnes idées ne fonctionnent pas, donc il y a des prérequis. Par contre, quand on a la chance d'avoir ces opportunités-là, Skirail, alors Skirail, ça fait plus d'1 an et demi maintenant que ça n'a pas fonctionné, mais c'était plus de 12 000 forfaits vendus par an. Et globalement, là aussi, on arrive à faire de la billetterie combinée. Et ce qui est important aussi, c'est le risque de la billetterie combinée, c'est de vouloir tout faire en combiné. Tout ne marche pas. Tout ne marche pas et il y a des fois, il ne faut pas chercher à vouloir tout combiner. Les trains événementiels qu'on évoque là, on avait une offre combinée. C'est-à-dire, en gros, vous aviez le prix du train, vous aviez éventuellement l'entrée au pont du Gard, mais globalement, vous faisiez 2 achats. Ça n'a pas empêché que ça marche. Et globalement, on n'a pas cherché à faire, oui, alors on va faire qu'un seul clic, tout le monde va payer avec la même carte bancaire, on va se mettre d'accord entre tous les partenaires pour savoir qui encaisse quoi. Et déjà, ça vous prend 2 mois pour faire ça. Donc voilà, donc vraiment le message à retenir, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a une vraie opportunité d'activité. Je pense qu'avec le Covid, pour l'activité touristique en Occitanie, ça a été une opportunité, d'abord pour les Occitans, qui ont certainement découvert des endroits qu'ils ne connaissaient pas, pour des Français qui ne connaissaient pas l'Occitanie et qui ont fait le choix. Maintenant, ce qui est important, et j'insisterai beaucoup là-dessus, parce qu'on parle beaucoup aussi du tourisme de masse, nous, ce qui nous intéresse dans les réflexions qu'on peut avoir avec la région, avec vous, c'est comment on travaille cette mobilité du week-end du 1er janvier au 31 décembre. J'ajouterais, pour compléter, merci Daniel, parmi le contexte favorable, on a plus de 60% de la population d'Occitanie qui habite à moins de 5 km d'une gare, donc on a un vrai potentiel, un vrai vivier, j'allais dire, d'usagers de la mobilité touristique, voilà. Et également, on a des enjeux derrière aussi qui nous attendent. Effectivement, le dernier kilomètre, celui qui fait que la personne hésitera à prendre le train ou le car, en sachant que derrière, il y a encore 1, 2, 3 kilomètres à parcourir avec une rupture de charge, comme on dit dans le métier. Et puis, je t'en prie. Ouais, non, je rebondirai aussi par rapport à ce que tu dis. J'en avais pas parlé tout à l'heure, mais je vous ai parlé de la simplification, de la lisibilité du produit, du service qui est proposé. On n'a pas parlé du digital. Alors, c'est pas un gros mot, le digital. Ça ne s'oppose pas avec l'humain qui est important dans un parcours d'achat ou dans un accueil touristique. Aujourd'hui, avant le Covid, chez Liotrain, 49% du chiffre d'affaires est fait en digital. En 2021, au mois de novembre 2021, on est à 74%. Voilà, donc on a fait un grand bond. Alors pourquoi les gens veulent du digital ? Parce qu'ils ne voulaient pas se déplacer, les mesures sanitaires, mais également c'est pour nous aussi le moyen de piloter l'emport et la capacité à bord d'un train. Je vous ai parlé de Skirail tout à l'heure. Skirail l'année dernière, il n'a pas fonctionné. Cette année, il a fonctionné. Avant 2019, Skirail, c'était un billet que vous achetiez à la saison. En gros, vous achetez un forfait, vous alliez quand vous vouliez. Vous imaginez aujourd'hui ça, c'est-à-dire en gros, vous pouvez vous retrouver avec un train bondé. C'est plus inimaginable aujourd'hui. Alors, même pas inimaginable, j'allais dire, sans même la version Covid, sur la version accueil. Aujourd'hui, on a complètement digitalisé le service et il va être lancé là début décembre. On attend la neige avec impatience. Il en est tombé la semaine dernière d'ailleurs. Et globalement, ça nous permet quoi ? Ça nous permet de faciliter le parcours d'achat.
Ça nous permet de garantir à la personne de dire oui, vous allez voyager assis entre Toulouse et Aix-les-Thermes. Et là aussi, c'est important de bien travailler le parcours d'achat. C'est pas parce qu'il est digitalisé qu'il est facile. Donc, faut bien aussi intégrer cette notion de parcours d'achat. Et c'est clair que on a la possibilité aussi aujourd'hui, en termes de communication ou de parcours d'achat, de faire des choses plutôt agiles, plutôt rapides et qui fonctionnent bien en parcours de voyageur. Et oui, c'est lié aussi à la clientèle jeune ou pas spécifiquement? Alors, très bonne question. Les jeunes, il n'y a pas de sujet. Hein. Et vous voyez la question que vous posez, on a un mandat aujourd'hui, donc voilà, le succès des jeunes en Occitanie, il est indéniable. La présidente a fait les bons choix et a vraiment lancé ça. Évidemment, sa commande, c'est « et alors les seniors ». Et alors les seniors, donc là on passe vraiment à l'extrême, on est plus de 65 ans. On n'est pas les sachants, donc aujourd'hui on s'intéresse aux seniors. Plusieurs difficultés les seniors. Le rapport à la voiture déjà. C'est une génération qui a connu la voiturette. D'abord la voiture était un symbole de réussite sociale, un gros marqueur. Aujourd'hui, dire à mes parents, tu laisses ta voiture, c'est leur dire, tu vieillis, donc c'est pas bien de conduire, donc c'est pas forcément positif. Et puis le rapport du digital, il y a deux questions. Alors il y a ceux qui sont peut-être hermétiques. Alors je vais vous donner un chiffre. Le CREDOC, donc, qui est un organisme qui fait une enquête sur la digitalisation. Aujourd'hui, cette population-là, elle est équipée. 2 tiers des plus de 65 ans qui ont un smartphone. Par contre, l'équipement ne fait pas l'usage. Mais en tout cas, ils ont déjà le socle qui va bien. Sur l'usage, deux scénarios. Moi, j'ai ma belle-mère. Chaque fois qu'on la voit, elle nous montre qu'elle est sur TikTok, qu'elle est sur Instagram, qu'elle est sur Facebook, parce que pour elle, c'est ne pas vieillir. Et donc, du coup, on se dit, tiens, le rapport est intéressant. À l'inverse, il y a des gens qui se disent, je veux bien être digital, mais il faut que ça soit simple. Du coup, comme je ne sais pas répondre à toutes ces questions-là, on a le 19 et le 20 novembre prochain, on travaille avec la région sur ce qu'on appelle le lioscope. C'est quoi le lioscope? C'est l'écoute et la compréhension un peu des usages. Et typiquement, on a 2 groupes quali qui vont être faits là, le 19 et le 20 novembre prochain pour réunir des seniors et qui nous disent par rapport aux questions que je viens de soulever, auxquelles je n'ai absolument pas la réponse, leurs besoins à ce niveau-là. Mais c'est clair qu'on pressent qu'il y a des choses à faire. Merci beaucoup. On va prendre des questions dans la salle. J'en ai une petite quand même sur la partie. N'hésitez pas à lever la main quand on vous donne un micro. Et la clientèle touristique, alors on voit que c'est pas si évident que ça, parce que la clientèle touristique de week-end ou de proximité, comment on l'identifie? Est-ce que vous arrivez quand même à trouver un moyen d'identifier la clientèle touristique, plutôt on va dire celle des Français, voire même des étrangers? Vous arrivez à la mesurer ou pour l'instant pas encore? Alors je pense que sur la mobilité, on a trop tendance à faire des cases et à mettre les gens dans des cases. C'est-à-dire que historiquement, moi j'ai commencé en 88, c'était ici à Montpellier, au Courrier du Midi, et on vous dit oui, alors il y a les quotidiens, il y a les jeunes, il y a les machins, etc. Je pense qu'aujourd'hui, mais prenez l'exemple de tout le monde ici, faut plus avoir cette approche de dire est-ce que je suis étranger? Je pense que globalement, on sait aujourd'hui les leviers du changement. Et notamment, ce qui est vrai aujourd'hui, là on a fait un quali, vous voyez, on sort d'un quali la semaine dernière là, sur les services à bord des trains. Que nous disent les voyageurs? Ils nous disent c'est compliqué, en gros c'est Forrest Gump, c'est la boîte au chocolat. Ils nous disent dans la tarification aujourd'hui SNCF, c'est comme chez Forrest Gump la boîte au chocolat, on prend un chocolat, les prix, alors les prix sont pas chers, ça on nous dit pas que c'est cher, mais on nous dit ils changent, voilà. Et globalement aujourd'hui il y a un besoin de simplification. Et je pense que globalement aujourd'hui, ce qui est sûr, la fréquentation des trains qu'on a eu là sur les 2 étés, c'est une grande majorité d'Occitans, c'est sûr. Donc du coup, on les fait rentrer dans quelle case les Occitans? Est-ce que c'est des étrangers? Voilà. Et je pense que le challenge, c'est ça, c'est de dire changez vos habitudes de mobilité une fois dans l'année. Posez-vous la question. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y en a une. Vous me dites qu'il y en a une? Alors, il y a 2 questions. Les micros? Ouais. Là. 1, 2. Allez, on va en prendre quelques-unes et ensuite on passera la parole à Pierre Cavé sur la partie avion. Donc vous vous présentez et vous posez votre question. Bonjour, Delphine Manzi, chargée de mission Grand Site Occitanie en Camargue gardoise. Je m'interrogeais parce qu'il me semble que sur la question de la mobilité, il y avait une annonce qui avait été faite il y a maintenant quelques mois sur une volonté de travailler avec les gens de terrain, au plus proche du terrain, sur justement ces questions de l'information, comment se rendre d'un point A à un point B, comment utiliser les transports en commun pour aller voir des sites d'intérêt touristique.
Et je ne sais pas aujourd'hui si ce travail-là ou ces ateliers, je ne sais pas exactement ce qui était prévu, c'est toujours d'actualité ou non. J'avais vu passer aussi donc, cette campagne concernant Allez-y avec Clio et ayant relevé un certain nombre de coquilles, j'avais fait un retour où j'avais jamais eu de réponse. Et donc voilà, je voulais savoir dans quelle mesure c'est envisageable de travailler avec les gens de terrain, donc que ce soit les offices de tourisme ou moi je travaille dans un syndicat mixte, peu importe, et pour s'assurer de la pertinence en fait de l'information. Je trouve ça génial ce travail qui est entamé en tout cas, mais de s'assurer d'avoir les informations les plus justes possibles en fait. On va vous répondre, allez-y. Alors effectivement, ce travail il est mené à plusieurs échelles. Au sein du GART Occitanie, qui est un groupement qui regroupe toutes les autorités organisatrices des mobilités au sein de l'Occitanie, il y a des groupes de travail, notamment sur l'information voyageurs. Et c'était la dernière slide de ma présentation. C'était l'objectif suivant, ce sera de travailler sur un MAS, c'est-à-dire une base de données à l'échelle régionale qui comporte toutes les données de l'offre de tous les réseaux de transport, qu'ils soient urbains, interurbains, qu'ils soient liés ou pas, et y compris même du covoiturage, du vélo, etc. Donc l'idée c'est qu'on ait tout ça dans un même outil, qui soit une appli que tout le monde puisse utiliser pour trouver le meilleur mode de transport le plus adapté à son besoin, à son origine et sa destination. Par rapport à votre demande, on a sur notre stand des petits dépliants qui vous indiqueront, vous professionnels du tourisme, qui êtes aussi des prescripteurs de la mobilité, les contacts qui sont les vôtres géographiquement, que ce soit chez SNCF ou dans les maisons de région où se trouvent nos services régionaux de mobilité, que vous pourrez mobiliser pour tel sujet, telle question, telle proposition, ou si vous avez remarqué effectivement dans nos communications des coquilles ou des choses qui sont à améliorer ou à corriger, n'hésitez pas, effectivement, c'est pour ça qu'on essaie d'être présent dans ce type de manifestation, c'est pour nouer un lien avec vous et que ce soit itératif, qu'il y ait vraiment un échange entre nous, parce que voilà, on a une volonté, mais on peut améliorer les choses, les outils et travailler ensemble. Oui, tout à l'heure, vous disiez même que ça ne peut pas se faire sans eux, hein, si j'ai bien entendu. Oui, absolument. Voilà. Okay. J'avais une deuxième question, pardon. Ouais, rapide alors, parce qu'il y a plusieurs personnes qui lèvent la main. Donc, vous disiez donc, par exemple, sur le site du CRTL, aujourd'hui, il y a la possibilité de trouver comment aller d'un point A à un point B. Je ne sais pas concrètement aujourd'hui combien de visiteurs consultent le site internet du CRTL pour préparer leurs vacances. Mais moi j'imagine en tout cas que c'est plutôt les sites des offices de tourisme qui vont être consultés pour ce type de choses. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'envisager des widgets, enfin il me semble que c'est comme ça qu'on l'appelle, pour créer ce même type d'outils, mais du coup sur d'autres supports, et multiplier les supports avec ce type d'informations? Alors c'est pour ça qu'on proposait ce label cliquable Allez-y avec Lio, qui renverrait vers le calculateur d'itinéraire Lio, qui permet justement, quel que soit le lieu où vous vous trouviez, quelle que soit la structure que vous présentez ou le site internet que vous ayez, qui permettent de se retrouver sur ce calculateur d'itinéraire, qui a toute l'offre réactualisée en train comme en car Lio, et pour l'instant qui n'a pas d'autres informations des autres transports urbains, et on est en train de les agréger. Le chiffre, c'était 4 millions de visiteurs sur le site CRTL. On avait posé la question au départ, et vous parlez des widgets. On a, nous, des widgets où vous pouvez encapsuler directement le parcours d'achat sur un site tiers. On l'a fait pour le CRTL, on peut le faire pour tous les sites tiers que vous souhaitez. Merci beaucoup. Madame. Oui, bonjour, Claude Blaveau-Poncé, donc Aérotourisme. Moi, je suis en charge de la mission Accessibilité Tourisme Handicap, un petit bémol par rapport aux personnes en situation de handicap. Est-ce que vous comptez améliorer la réservation N-1 pour pouvoir pratiquer justement, que ce soit la destination Occitanie, pour les usagers de la région ou les touristes, parce qu'actuellement il y a quand même un grave souci qui a été dénoncé par les associations de personnes handicapées, puisqu'elles sont obligées de réserver un jour ou deux avant, sans savoir pour les transports évidemment autobus, si la ligne sera justement praticable. Alors c'est un vrai sujet, c'est clair que l'accessibilité et aujourd'hui l'équité de l'accès à la mobilité sans la contrainte que vous évoquez, on partage. On partage, et là-dessus la loi LOM d'ailleurs est claire, donne des orientations bien définies. Je comprends complètement le besoin et le principe d'équité qu'on partage. Pourquoi c'est long ?
Tout simplement parce que le but, c'est pas de dire ça y est, c'est instantané, c'est de s'assurer que si on le dit, on est capable de le faire. Et c'est là où c'est compliqué parce que dans la prise en charge spontanée, alors il y a tout ce qui est l'accessibilité aujourd'hui, le programme d'investissement qui est porté par la région sur l'accessibilité des gares, mais c'est forcément je suis d'accord avec vous, ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite, mais ce qu'on ne veut pas, c'est aller trop vite et puis qu'en face à face un jour, on me disait, écoutez, il y a 25 personnes qui pensaient pouvoir être beaucoup plus libres et se sont retrouvés sur le carreau. Et c'est pour ça que c'est long, parce qu'il y a tout le processus derrière de dire, ok, c'est normal qu'on aille vers ça. Il faut y aller au plus vite possible, mais il faut surtout s'assurer que la promesse soit tenue et que le service soit rendu. Sur le volet routier, notamment dans l'Hérault, la plupart des lignes sont accessibles, mais l'ADAP routier, qui est le même sujet que pour le ferroviaire, est en cours de déploiement et c'est un énorme chantier puisque la région a récupéré seulement depuis 5 ans, c'est beaucoup, mais en même temps, il y a je ne sais pas combien de points d'arrêt en Occitanie, et avec notamment, sans rentrer dans le détail technique, mais un foncier qui n'appartient pas à la région. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on doit rendre un point d'arrêt accessible pour l'autocar, ça veut dire qu'il faut travailler avec l'EPCI en question, sur le foncier, sur les travaux, etc. C'est un titanesque. Allez, on prend deux questions. Je suis désolé, on va pas pouvoir, parce qu'on est déjà un peu en retard. 2 questions rapides, s'il vous plaît. Bonjour, Xavier Borg, directeur de l'Office du tourisme CCVN dans le Gard. Une question et puis aussi un témoignage. Donc c'est une question plutôt tournée à Monsieur Lallemand par rapport à l'IO. Donc nous avons 5 bureaux d'information touristique, dont 3 qui ont une billetterie l'IO. Donc nous avons des lignes qui fonctionnent assez bien pendant l'année avec le transport scolaire. Le problème en été, c'est que le réseau donc, voit les horaires adaptés en fonction de la saison estivale. Et parallèlement, sur un de mes bureaux, l'unique station thermale du Gard, à l'Aigle-et-Fumade, j'ai 2 gros sites de camping, Cap Fun. Et ce que me disent les clients, souvent certains viennent de loin, notamment du nord de la France ou de Belgique, et quand ils arrivent, ils posent la voiture et ils ne la prennent qu'au départ. Pour autant, ils seraient désireux de découvrir le territoire, puis de visiter les villages environnants. Le souci, c'est qu'on a souvent des problèmes de correspondance, d'horaire. Et un exemple concret, on a un village qui s'appelle Barjac. On peut y aller en bus, mais il faut attendre le lendemain pour revenir. Voilà, donc... Il y a sûrement un hôtel, non? C'est ça, alors c'est chez nous, donc c'est bien pour la taxe de séjour. Mais blague à part, alors on avait déjà soulevé ce problème, on avait déjà posé la question, et puis on nous avait expliqué que d'un point de vue logistique, c'était extrêmement compliqué d'adapter les horaires et que tout était interconnecté. Et donc j'ai bien noté tout à l'heure, vous avez dit que voilà, la voie est ouverte pour la discussion avec les offices du tourisme. Et personnellement, voilà, je serais heureux de pouvoir, en temps utile, être à vos côtés, autour d'une table, pour essayer de préparer la prochaine saison estivale, de manière à répondre à la fois donc, à votre souhait de développer, on va dire, l'usage de vos lignes au niveau touristique pendant la saison, mais également de pouvoir répondre aux attentes de notre clientèle touristique. Merci. Je vous propose dans un premier temps de vous rapprocher du service régional des mobilités à la maison de région de Nîmes pour travailler sur le sujet, et ensuite moi je prendrai attache avec eux effectivement pour voir si on a avancé sur ce point particulier. Et pour être pragmatique, si le régulier ne fonctionne pas, parce que c'est voilà, là vous évoquez l'offre régulière, pour être concret, sur des besoins un peu exceptionnels comme vous dites où il y a des circuits à faire, nous on est ouvert là-dessus. Et quand je dis qu'on est ouvert, je vais être très pragmatique. Le train jaune, donc site de l'UNESCO, c'est la première fois qu'on va un séjour de 3 jours en train. Donc en gros on travaille avec l'hôtellerie, la restauration, le train. Bien sûr, nous, et globalement, on a monté un produit. Donc, c'est pour ça que du coup, il y a 2 pistes. Il y a soit on le travaille dans le cadre du service régulier, et puis voilà, ça fonctionne. Soit, j'allais dire, on peut aussi le travailler en produit exceptionnel et faire des offres éphémères qu'on travaille avec vous. Et c'est pour ça que quand on dit l'importance de la force du collectif, moi, je crois beaucoup aux offres éphémères.
Ça a une vertu, c'est que vaut mieux démarrer petit et généraliser que vouloir généraliser tout de suite et se rendre compte que ça ne marche pas. Et là, moi, on est vraiment, nous, à l'écoute de la région et de tous les partenaires pour faire des offres éphémères pertinentes. Et on se met autour d'une table, on les anticipe. Alors, il faut bien les anticiper. En gros, s'il y a des choses qu'on veut faire dès l'été prochain, ben, c'est maintenant qu'il faut en parler. Et collectivement, je pense qu'on peut faire des choses vraiment très, très réussies au final. Ok. Allez, une question, madame. Oui, Office de tourisme des Deux-Rives au Villard. Donc ça peut paraître paradoxal parce qu'on est en milieu rural, mais moi je voudrais remercier la région pour l'initiative LIO. Deux remontées d'expérience. La première, c'est que nous, à notre office, on a proposé en fait l'expérience LIO aux clients. On s'est aperçu que beaucoup de familles le prenaient comme un jeu, prendre le train avec les enfants pour aller visiter Albi. C'était une expérience. Donc ça a énormément marché cet été. Première remontée. Et puis deuxième remontée au titre du grand site Occitanie Moissac au Villard-Lozerte. On vous dit merci parce que l'offre LIO a permis de nous résoudre la problématique du retour au point de départ des marcheurs de Saint-Jacques-de-Compostelle. À 1 €, ça nous facilite en fait le fait que les gens repartent en train. Donc ça, pour nous, c'est très important pour le développement du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et après, petite question, vous êtes victime en milieu rural de votre succès. Les lignes le dimanche soir sont surbookées. Est-ce que vous allez faire des études en fait, de fréquentation de l'opération LIO sur certaines plages horaires et pensez-vous augmenter la capacité ? Oui, alors c'est complètement d'actualité, comme vous dites. C'est bien d'être victime de son succès, mais il faut réagir vite parce qu'après vous faites partir les gens. Exactement, parce qu'on commence à voir les échos négatifs de l'opération LIO sur les territoires ruraux. Non, mais complètement. Alors sachez que par rapport à ce que vous dites, tous les jours, tous nos trains sont comptés par les agents à bord des trains. Donc on a un suivi régulier qui nous fait remonter ce qu'on appelle, alors c'est un peu technique, on appelle ça de l'import récurrent. C'est quoi ? C'est que le train fait 160 passes, vous avez toujours 200 personnes dedans, et ce régulièrement. Donc aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, on a à peu près 490 trains qui circulent tous les jours en Occitanie. Sur ces 490, il y en a à peu près 20 qui sont dans l'exemple que vous prenez. Donc ils sont identifiés aujourd'hui, c'est des réunions à venir avec la région. Il est bien évident que notre enjeu, c'est pas d'écœurer les gens faute justement de l'exemple que vous prenez, et de rapidement pouvoir proposer, soit j'allais dire de mettre 2 trains si techniquement on peut les accrocher, et qu'ils peuvent s'arrêter en gare, soit de retravailler avec la région sur l'offre et du coup d'améliorer l'offre. Merci beaucoup. Bon, je sais qu'il y avait d'autres questions, c'est toujours un sujet qui passionne, mais on va passer à l'avion avec Pierre Cavé qui va nous présenter une étude réalisée par le BIP LBO sur la fréquentation des avions. Merci. Trafic. Allez-y. Tac. Donc du coup, je vais vous présenter les retombées via le vecteur aérien, les retombées économiques touristiques, enfin visiteurs. C'est issu d'un travail qui est conduit depuis plus d'une dizaine d'années par la Direction Mobilité, Infrastructure et Développement de la région Occitanie, à travers des sondes qui sont faites sur les 10 aéroports de la région via des enquêtes en haute saison et en basse saison, à travers les 10 aéroports que compose la région pour comprendre la consommation du transport aérien pour les passagers qui viennent visiter et consommer le territoire, et les passagers qui sont au départ, donc qui habitent en Occitanie et qui partent vers d'autres destinations. Alors là, les résultats que je vais vous présenter, ça correspond à l'exercice 2019-2020. Donc les retombées sur les différents départements, les différentes communes, via quel vecteur, via quelle destination, quelles sont les fuites également, des passagers qui atterrissent sur des aéroports d'Occitanie mais qui vont dépenser en dehors de l'Occitanie. Donc voilà, en gros le cadre général. Alors le grand chiffre, c'est que sur une année, il y a 1,3 milliard de dépenses de passagers visiteurs aériens, sur l'Occitanie. En termes de volume de passagers aériens, donc les 10 aéroports concentrent 13 millions à peu près de passagers. Vous avez à peu près la moitié de passagers qui sont ce qu'on appelle visiteurs, donc qui sont importés sur le territoire pour dépenser sur leur lieu final de destination.
Et vous avez à peu près 174 millions d'euros de fuite. Donc en fait, au total, on est 1,5 milliard, 1,3 en Occitanie et 174 millions qui sortent de la région. Avec, on retrouve du coup l'Hérault et la Haute-Garonne qui pèsent mécaniquement plus fort de par les aéroports de Toulouse et Montpellier. Mais au final, une diffusion dans tout le territoire. Et c'est encore plus visible si on fait un grain communal. Donc vous voyez la carte à droite. On voit au final que la diffusion économique n'est pas que sur le littoral, mais il y a tout un flux monétaire qui se répand sur l'arrière-pays. Et c'est grâce au réseau d'aéroports, des 10 aéroports qui composent la région. Donc vous avez le top 3 le top 10 du coup, et les premières communes qui sont visitées, les premières villes, c'est Toulouse, Montpellier et Carcassonne. Donc Toulouse à peu près 300 millions, Montpellier 130 millions et Carcassonne à peu près 50 millions. Alors là, on n'a pas les légendes ont sauté, mais du coup le poids des départements, on les retrouve là. C'était le Camembert, c'était la Haute-Garonne 30%, l'Hérault 20%, l'Aude 10% des retombées. Pyrénées-Orientales 6%. Donc voilà en gros la répartition et la diffusion des retombées économiques. Et alors ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'au final, 90% des dépenses des passagers aériens sont faites à moins de 100 km de l'aéroport utilisé. Et du coup, vous voyez la carte, en fait, chaque couleur correspond à un aéroport d'arrivée, et on a la diffusion sur l'ensemble du territoire à partir de l'aéroport source de destination. Et à moins de 20 km, on a 50% des dépenses qui sont réalisées par les passagers, les 2 tiers à moins de 50 km et 90% à moins de 100 km. Un point important à noter, c'est que 70% des communes sont desservies à partir d'un aéroport et un seul, donc d'où le lien avec l'aérien qui sert aussi de désenclavement du territoire via certains aéroports. Et les villes qui sont desservies par plusieurs aéroports concentrent 58% des dépenses d'Occitanie. Alors, une fois qu'on a dit ça, on s'est intéressé aussi à un point important, c'est finalement à quel point l'outil aérien est important pour la consommation du territoire. Et la question qu'on a posée de la manière la plus neutre possible, c'est est-ce que vous auriez fait ce voyage si l'offre aérienne n'avait pas existé? Donc ça, le résultat que je vous présente, c'est sur un panel de 20 000 personnes. Donc 40% des passagers disent qu'ils n'auraient pas réalisé le trajet aérien si l'offre qu'ils ont utilisée n'existait pas. Et 60% disent que oui, ils l'auraient fait. Donc ensuite, on a posé une deuxième sous-question pour savoir, ok, du coup, quel est le vecteur que vous auriez utilisé si cette ligne n'avait pas existé. Et donc sur ces 60%, il y en a à peu près un tiers qui aurait utilisé un autre aéroport, 40% qui auraient utilisé le train, et ensuite on retrouve le bus, la voiture ou d'autres modes comme le covoiturage pour ces passagers. Et alors, du coup, évidemment, là, ce que je vous présente, c'est les résultats au niveau global région, et les caractéristiques, elles sont très dépendantes de la ligne. Par exemple, sur un Montpellier-Paris, évidemment que l'alternative modale, ça va être le train. Sur par exemple, une ligne plus internationale, ou par exemple Toulouse, l'autre aéroport qui est cité, c'est plutôt Bordeaux. Sur Montpellier, on se déporte sur Marseille, ou à Perpignan, on va se déporter sur Barcelone. Donc au final, sur ces autres aéroports, il y a quand même la moitié qui aurait été transférée sur des aéroports hors région. Donc ça représente 1,3 million de passagers sur nos 13 millions totaux de la région. Donc c'est un flux pas neutre. Et sur les 40% perdus, on parle de 5 millions de passagers. Ah bah décidément. Bon, bah, la carte a sauté, donc je vais vous le dire de mémoire. Là, c'est les dépenses passagers en fonction des différents pays. Donc le premier pays avec à peu près 600 millions d'euros sur nos 1,3 milliard, c'est la France. Donc tous les flux domestiques qui viennent dépenser en Occitanie, vous avez à peu près 600 millions
via la France. Le deuxième pays, c'est l'UK, où on est, alors, de mémoire, à 291 millions d'euros. Et ensuite, on retrouve la Belgique, à peu près 80 millions d'euros, l'Allemagne, 60 millions d'euros. Voilà pour les principales zones de pays contributeurs en Occitanie. Bon, ça va être dur de faire tout de mémoire. Non, mais déjà, depuis le début, c'est assez fort, moi, je trouve, hein, de garder en mémoire les chiffres. Il faut continuer. Là. Du coup, dans les grands messages, donc, on a demandé évidemment quelle était la finalité du voyage. Donc, dans 3/4 des cas, c'est pour motif personnel. Donc, pour motif personnel, on retrouve évidemment le VFR, le Visiting Friends and Relatives, donc qui pèse pour à peu près 30% de ces 75%. Et après, on a pour la partie pro, la grosse partie, c'est des rendez-vous business pour 22% de ces 25%. Ensuite, là, ce qu'on ne voit pas en violet, c'est les CSP. Donc, la première catégorie, ce sont les professions intellectuelles cadres supérieurs qui pèsent pour à peu près 30%. Ensuite, on retrouve les employés cadres. Votre papier arrive, j'ai l'impression. Ah ouais, ce sera plus simple, merci. Merci madame. Donc voilà, 24% pour les professions intellectuelles, les employés 20%, et la troisième à 18%, c'est les professions intermédiaires, cadres et techniciens. Voilà, et sur les motifs perso, donc exclusivement vacances loisirs, c'était la toute première barre bleue en haut à gauche, on est à 36% vacances loisirs, et les VFR, c'est 33%, les visites d'amis ou de famille. Voilà, c'est parfait. C'est le running gag. C'est les équipes de la SNCF qui ont pourri la présentation exprès, non? C'est ça? Ah, d'accord. Ouais, c'est finalement peut-être la bonne solution. C'est le lobby anti-avion qui a... Du coup, juste en grand chiffrage, donc sur nos passagers, donc on a 43% de visiteurs et 57% de résidents, donc qui résident et qui partent pour destination. La première section, c'était les tranches d'âge. Quelles sont les tranches d'âge? Donc finalement, le passager moyen, que ce soit visiteur ou résident, il est plutôt jeune. On a sur les moins de 30 ans, c'est à peu près 30% pour les visiteurs et les résidents. Les 30-40 ans pèsent 15% et les 40-50 ans à peu près 20%. Ensuite, en termes de revenus, on a demandé le revenu net des voyageurs. Donc on est plutôt sur des revenus nets à peu près un tiers, entre 2 000 et 4 000 euros nets. Sur les 4 à 6 000 euros, on est à 20% à peu près. On observe finalement que les visiteurs ont un pouvoir d'achat un peu plus fort par rapport aux passagers qui sont en export. Sur la durée de séjour, la tranche des 4 à 7 jours pèse pour 27% chez les visiteurs et 30% chez les résidents. Donc ce que vous voyez en fait sur les petits histogrammes, c'est la courbe de distribution en fait en fonction des jours. Donc on voit que sur les visiteurs, c'est assez profilé, où on a plutôt des courts séjours avec une pointe entre 1 semaine et 2 semaines. Et enfin, sur les typologies de ménages, la première section qu'on voit, donc c'est la dernière ligne, c'est 50%, à peu près la moitié des passagers voyagent seuls. Ensuite, on a chez les visiteurs à peu près 20% pour des raisons avec des amis. Et côté résident, on a 20%, la deuxième catégorie, c'est famille ou couple, donc qui pèse, quand on somme les deux, 40%. Ah, ça revient. Ça fait plaisir. Du coup, en termes de dépenses, donc là on retrouve en fait, là c'est un zoom, donc en haut à gauche c'est les dépenses par zone géographique, donc c'est une synthèse de la carte qu'on ne voyait pas, qui faisait le bilan par destination, mais j'imagine que le support après sera distribué, donc vous aurez tous les chiffres détaillés. Donc sur la France, donc on est sur nos 1,3 milliard 613 millions, l'Europe du Nord concentre 300 millions d'euros avec un coupon moyen de dépenses pour les visiteurs d'à peu près 500 euros
En France, on est plutôt autour des 440 €. L'Europe du Sud, 100 millions d'euros, avec un coupon à 420 € pour le séjour. L'Europe de l'Ouest, 200 millions. Et l'Afrique du Nord, 60 millions. Ensuite, pour la structure des dépenses, le premier poste de dépense, c'est l'hébergement, à peu près 40% du panier de dépenses des visiteurs. Ensuite, on a la restauration, à peu près 20%, ou l'alimentation qui va peser également 20%. Et en termes de mode d'hébergement, 40% à peu près utilisent l'hôtellerie ou la résidence hôtelière. On a... Courage. Et ensuite, on a les résidences principales de parents, 30%, résidences secondaires ou de parents ou amis pour à peu près 12%. Donc voilà pour les grands messages. J'espère que c'était clair malgré les problèmes techniques. Très clair et très, très intéressant. On peut l'applaudir parce que franchement, c'est pas facile. Hein. Bien évidemment, on mettra votre présentation accessible, comme ça tout le monde pourra avoir les chiffres. Je vais donner des questions dans la salle, mais moi j'en ai une. Bon, là, on est d'accord que le transport aérien est quand même très décrié en ce moment, et on voit qu'il y a toujours quand même beaucoup de personnes qui l'utilisent. On a bien compris que c'était pas que du tourisme, mais tous les déplacements possibles. Voilà, pourquoi on continue à prendre l'avion finalement? C'est dans le cas de Toulouse qui est emblématique parce que c'est compliqué de prendre le train, ou il y a des vraies motivations qui restent pour prendre l'avion? C'est lié à quoi le fait qu'il y ait encore un trafic important sur les différents aéroports que vous avez présentés? Alors il y a plusieurs vecteurs. Donc déjà donc là en ce moment ça va pas bien du tout pour les raisons à faire, mais quand on vient de très loin pour des raisons très professionnelles liées à des signatures de contrats ou autres, évidemment l'avion c'est le premier mode d'acheminement. Bon là en ce moment c'est très compliqué, les frontières se réouvrent et du coup la dynamique se reprend, mais ça a été... Mais sur la partie France, alors du coup, quelle est la raison de faire encore du Paris-Montpellier par exemple? C'est ça, je m'interroge. Alors du coup sur le Paris-Montpellier, il y a des fois le contraint de temps en fait. Généralement ce qu'on observe c'est qu'en dessous de 3 heures, la plupart des gens préfèrent le train pour des raisons de temps et de coût, hein, enfin de prix, évidemment que le train est beaucoup plus compétitif. Après, quand la réunion doit se passer, typiquement aujourd'hui j'ai pris le train parce que ça marchait bien, non j'ai pris l'avion parce que ça marchait bien en avion. Donc pour les motifs à faire, généralement l'avion est... C'est la fréquence horaire, c'est ça? Ouais. Et ben, de toute façon, il y a le low cost, on a moins de fréquences à des prix plus abordables. L'affaire, c'est beaucoup plus de fréquences, donc ça permet de bien placer et d'optimiser son temps. C'est vraiment cet arbitrage-là qui est fait par les passagers. Ok. Je vais demander à Sébastien Arnaud de venir s'installer pour témoigner. Et on prend quelques questions, si vous avez des questions sur la partie aérienne. Et ensuite, oui, madame, allez-y, levez-vous. Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous aviez une visibilité sur le développement de Béziers-Cap d'Agde. Moi, j'ai une clientèle que je fais venir sur Montpellier, mais c'est vrai que quand on monte des produits touristiques sur la partie sud, Béziers est quand même mieux positionné. Après, sur Montpellier, je pense que c'est la concurrence des compagnies qui fait qu'on peut aujourd'hui faire un aller-retour journée avec Paris. Paris n'est pas le centre du monde, mais malgré tout, pour le déplacement d'affaires, c'est essentiel de pouvoir faire un aller-retour journée. Et là, pour le coup, par rapport au train, malgré les directs qui peuvent exister de Montpellier ou autre, l'avion est loin devant. Voilà, mais ma question porte essentiellement sur Béziers-Cap d'Agde, les perspectives d'avenir, parce qu'on a compris l'enjeu de l'Europe du Nord en termes de pouvoir d'achat. Mais est-ce qu'il y a des perspectives sur d'autres destinations ? Alors Béziers, pour le coup, c'est une typologie de passagers 100% low cost avec la compagnie Ryanair. Donc elle est plutôt, pour le coup, l'aéroport est plutôt bien positionné parce qu'aujourd'hui, la compagnie Ryanair, elle est à 80, enfin la semaine dernière, ils étaient à 97% de leur niveau 2019. Donc les low cost, c'est ceux qui vont le plus vite dans le rattrapage 2019. Donc Béziers va profiter de cette dynamique plus rapide liée au low cost. Et l'aéroport de Béziers a une belle croissance depuis plus d'une dizaine d'années grâce à ce vecteur, qui est d'ailleurs le vecteur qui fait que l'aérien est en croissance. C'est les low cost qui font la croissance aujourd'hui du transport aérien. Donc après, sur les réseaux, c'est le gestionnaire qui développe le réseau avec
avec Ryanair, sachant qu'il y a beaucoup de nouvelles ouvertures qui vont se faire compte tenu de la crise qui a un peu qui a détruit tous les réseaux. Il y a de la reconstruction qui se fait avec des opportunités qui n'étaient pas là avant parce que les lignes n'étaient pas étudiées. Merci bien. Est-ce qu'il y a une autre question sur la partie transport aérien? Non? Très bien. Sébastien Arnaud, donc le pont du Gard, donc j'ai bien compris qu'il y avait eu 2 trains événementiels. Il y en a eu 4. 4, allez. 2 qui ont marché. Mais enfin bon, le pont du Gard, c'est quand même beaucoup la voiture. Est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce qu'on peut faire autrement? Et comment vous, en tant que directeur général du site du pont du Gard, vous réfléchissez aux conditions d'accès et de mobilité, à la fois pour venir et à l'intérieur sur le site? Alors c'est compliqué de venir après avoir entendu ce qu'on a entendu, parce qu'on est passé du train, de la voiture un petit peu condamnée au train, et puis on est passé à l'avion, avec tout ça comme couvert, sous couvert du réchauffement climatique et de la lutte contre le réchauffement climatique. On le voit, ce ne sont pas les mêmes CSP qui utilisent les transports les uns des autres. Voilà, quand on vient en avion, on l'a vu, c'est presque 45-46% qui viennent soit dans leur maison, soit dans une maison secondaire, soit dans une maison principale ou en famille. Donc on voit que ce sont des gens qui viennent passer globalement des longs week-ends. Et on voit qu'il y a plusieurs cibles. Et quand on vient au Pont du Gard, on vient d'abord sur un site qui est naturel, donc qui est excentré, qui par définition est loin de tout, sauf de la route, puisque le Pont du Gard, après avoir transporté de l'eau, après avoir permis aux animaux de traverser le Gardon pour aller à la foire de Beaucaire, il a servi de pont routier. Et donc naturellement, la route passait par le Pont du Gard, et le Pont du Gard était un lieu où on venait en voiture. Et donc l'histoire du Pont du Gard, on venait en famille vivre des moments ensemble en voiture. On posait le pique-nique, et puis c'était ça depuis 20, 30, 40 ans. Quoi. Donc passer à autre chose aujourd'hui, on ne passe pas, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une histoire aussi de génération, de pratiques, et il faut insuffler des nouvelles pratiques et des nouvelles techniques pour se déplacer. Alors, comment faire? Eh bien, la solution, si elle existait, il faudrait d'abord la déposer, et puis on se ferait beaucoup de. Alors qu'est-ce que vous essayez de faire? Non, ce qui est important, c'est d'abord de permettre aux visiteurs qui sont à proximité eh bien, de venir au Pont du Gard. Eh bien, quand on est venu dans le département du Gard, dans un hôtel, dans un camping, eh bien, prendre la voie verte, prendre les chemins de randonnée, prendre son vélo, descendre le Gardon en canoë, et profiter de tous ces éléments qui nous permettent de se déplacer. Et puis, il faut tester. Et vous l'avez dit, les trains de l'événement ciel. Alors moi je dis l'événement, c'est de prendre le train, c'est pas de venir voir un événement. Donc c'était déjà important de pouvoir prendre le train quand on vient au Pont du Gard. Et quand on a assisté aux réunions pour mettre en place le train de l'événementiel, c'est encore un vrai résultat. Quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut sur des événements qui ne sont pas inventés, mais des événements qui existent et qui sont enracinés dans le paysage, eh bien, il faut permettre aux gens de tenter une nouvelle aventure. Et puis, ça a été dit aussi, en famille, c'est aussi une aventure de prendre le train, de prendre le train, parce que ça occupe aussi les enfants, et c'est aussi ça qui est sympa. Voilà. Ensuite, donc, je le disais, des mobilités douces, permettre une liberté d'accès dès lors qu'on prend une mobilité douce au Pont du Gard. Et puis, la difficulté, quand on est visiteur, c'est à qui je m'adresse. On l'a dit tout à l'heure, site du CRT, site du comité départemental du tourisme, office du tourisme, Blablacar, Booking, enfin bref, comment je fais? Alors, déjà, je ne sais pas, donc quand je ne sais pas, je n'ai pas le temps, je prends ma voiture, c'est beaucoup plus simple, et je vais me rendre sur le lieu. Et donc il y a tout ça à penser, et ça reste un maillage essentiel de tous les acteurs du tourisme. Et sur la partie protection de l'environnement, comment vous l'abordez, notamment par rapport à la voiture, du coup, vous arrivez à... Alors on le voit, il y a le train de l'événement, et puis il y a le LIO aussi, hein, le LIO à 1 euro, mais je ne veux pas le caricaturer, le LIO à 1 euro, c'est que prendre le bus, ça aussi, ça permet à des nouvelles populations de venir sur des lieux patrimoniaux et environnementaux. Et ça, c'est important aussi parce que
On parle de tourisme, on se concentre et on se focalise sur des périodes où il y a beaucoup de monde, mai, octobre, même novembre, parce qu'il y en a eu encore du monde. Mais il y a toute une partie des gens qui ne bougent pas, qui sont assignés à résidence. Et le meilleur moyen pour commencer à bouger, c'est d'abord comment je fais pour aller d'un point A à un point B. Et ça, aujourd'hui, il faut qu'on se penche aussi sur cette forme de tourisme, alors qui est plutôt liée au voyage. Eh bien, je vais pas loin, mais déjà, je sors de là où je vis quotidiennement. Et c'est important. J'accueillais la semaine dernière des jeunes qui étaient placés en famille d'accueil avec l'aide sociale à l'enfance du département. Et donc, on a organisé leur visite du Pont du Gard, le rassemblement de ces enfants sur le site du Pont du Gard. Et j'ai mis à disposition, bien sûr, des guides pour leur faire passer la journée et visiter le site. Et on se rend compte que tous n'étaient pas venus au Pont du Gard. Voilà. Et je le dis souvent, on sait aller chercher les Chinois à l'autre bout de la planète, mais on s'intéresse pas suffisamment à ceux qui vivent aux abords de nos sites et de nos monuments pour les faire venir. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une ou éventuellement deux questions? Et après on enchaîne parce qu'on a pris un peu de retard, comme je vous le disais au tout début. Est-ce qu'il y a des questions sur un des quatre intervenants? Non? Ok, merci beaucoup. Donc vous pouvez regagner vos places et on va enchaîner tout de suite avec la plénière suivante consacrée au marché de proximité. Jingle. Jean-Philippe Gold, prenez place. Micro ou pupitre? Micro, alors il faudrait prendre un micro là-bas. Donc Jean-Philippe Gold, directeur de la mission attractivité dans les Hauts-de-France, vous allez nous parler donc des clientèles de proximité, de l'ancrage local et du rôle des habitants. C'est à vous. Si, elle est là, je vais vous la donner. Il faut la diriger vers la régie. Ah, faut mettre son micro en marche, s'il vous plaît. Allô, allô. Bien, bonjour à tous. Merci Jean, mon ami Jean, de m'avoir invité à vos travaux. Moi, je tiens à dire deux choses. C'est que je ne sais pas si je vais vous inspirer, moi, mais en tout cas, vous m'avez beaucoup inspiré depuis ce matin. Moi, je suis admiratif, d'abord, du travail que vous faites, la dynamique collective, tout en respectant les cultures de chacun. Et je vous donne un grand coup de chapeau à Jean et puis à toute son équipe et puis pour le sentiment de confiance. Vous savez, une société qui est actuellement nourrie par le ressentiment. Et quand on écoute BFM, moi je peux plus faire mon plateau de télé maintenant avec BFM. J'ai un problème de digestion. Et là, quand je vais ici, ça fait beaucoup de bien. Parce que vous avez basculé, à mon avis, déjà dans le nouveau monde, voilà, qui te va très bien. Et Jean, je voudrais te faire part de mon amitié, mais aussi de toute mon admiration par rapport à ta capacité d'engagement, ton sens de l'humour, son sens aussi de l'image. Et donc moi, je suis un fan, voilà, de Jean, donc merci beaucoup de m'avoir fait intervenir aujourd'hui. On a parlé ce matin d'un tourisme responsable, d'un tourisme durable. Moi, j'aimerais vous parler d'un tourisme inclusif. On m'a demandé d'intervenir sur les marchés de proximité. Et je vais relire exactement le thème de l'intervention pour être sûr de bien coller à la question qui m'est posée. Et la question qui est posée, c'est comment travailler les marchés de proximité pour développer un tourisme responsable sur la destination qui soit le plus profitable pour le territoire, le plus acceptable pour les habitants et le plus enrichissant pour les visiteurs. Eh bien, moi j'aimerais vous faire partager un témoignage. C'est à quel point aujourd'hui, si j'arrive un peu à une synthèse du travail que j'ai pu avec les équipes impulser d'abord en Picardie et puis maintenant à l'échelle des Hauts-de-France, cette notion, quand je parle de tourisme participatif, d'ancrage culturel. Et ça veut dire quoi, l'ancrage culturel ? Eh bien, pour moi, l'ancrage culturel, c'est un tourisme qui participe à la fierté des habitants, c'est un tourisme qui participe à la qualité de vie des habitants,
Et c'est un tourisme aussi qui est le fait générateur. C'est un tourisme qui est tellement ancré dans l'esprit du territoire. C'est comme si le territoire il venait exprimer et incarner et faire partager sa mission de vie. On parle souvent, dans le développement personnel, de la mission de vie ou de la mission d'âme, c'est-à-dire les talents intrinsèques. Et chaque être humain a une composition cellulaire spécifique et on a une raison d'être incarné sur Terre parce qu'on a une mission. Et puis tant mieux si on est capable de pouvoir être dans le flow, c'est-à-dire être vraiment dans l'expression de sa mission et de son travail. Et bien c'est ce que modestement j'ai essayé d'appréhender pour un territoire. Et je vous donner 4 exemples pour montrer comment la notion d'ancrage culturel, qu'on peut appeler aussi d'ancrage philosophique, d'ancrage physique, émotionnel, se traduit et quel impact il peut y avoir au niveau des habitants comme au niveau des visiteurs. D'abord, en préambule, quelles sont les règles du jeu aujourd'hui du tourisme, l'économie touristique en 2021 ? Le premier, c'est qu'on est passé à un nouveau stade de création de valeur. Chaque fois, l'économie, les secteurs évoluent à des stades de maturité et ça se traduit par des niveaux de création de valeur supérieurs. Et le tourisme aujourd'hui, à mon sens, il a intégré l'économie de la transformation. Et ce matin, c'était assez sous-jacent dans l'étude OpinionWay, où à partir des besoins qui étaient exprimés, on voit bien que l'enjeu, c'est de garantir la transformation des besoins. Donc ça veut dire qu'on a quitté l'économie des moyens, on est dans l'économie des résultats. Et qu'un territoire attractif, c'est un territoire qui est en capacité de pouvoir démontrer, par rapport à son offre, qu'il garantit la réalisation des besoins des différents segments présentés ce matin. Et puis tu l'as dit, Jean, tout à l'heure, dans tes mots, tu l'as dit aussi, on passe d'un modèle qui est de l'ancien modèle qui était le vendre plus à servir mieux aujourd'hui. Et on peut toujours être dans la performance économique, sociale, environnementale, inclusive, mais dans ce cas-là, on a plusieurs valeurs à nourrir, voilà, au-delà, tout en respectant la valeur économique, aussi la règle du jeu pour les entreprises. Si je devais résumer ce matin ce qui a été dit, vous venez incarner ce matin complètement, aujourd'hui, le fait que toutes les entreprises touristiques, c'est une façon de résumer les propos depuis ce matin, doivent intégrer dans leur chaîne de valeur, face à cette complexité du secteur, de nouvelles compétences. Nouvelles compétences, ce matin, ça a été dit, économie des émotions, par rapport à OpinionWay, par rapport à cette notion immersive, expérientielle, qui est attendue. Une économie de la demande, on a vu ce matin qu'il y avait des segments différents et qu'un profil correspond à plusieurs attentes, et donc on est sur une approche individualisée et en même temps contextualisée, et que moi j'ai peut-être aussi, en tant que consommateur, 10 occasions de venir en région Occitanie, mais en fonction du contexte de mes vacances, mes besoins prioritaires à satisfaire vont être différents. Et donc je vais m'adresser à vous, dès lors que vous m'avez bien fait des propositions segmentées correspondant à mes besoins. Donc l'économie de la demande, qui est aussi aujourd'hui développée par l'économie collaborative, qui est une des parties prenantes de notre économie touristique. Et puis, on a parlé data ce matin, et on parle de plus en plus de la data pour pouvoir segmenter, connaître la clientèle. Donc aujourd'hui, ça fait partie des ingrédients des règles du jeu. Et puis la quatrième, c'était bien dit ce matin, aussi cette logique d'économie positive. Ça, aujourd'hui, ces 4 fonctions-là, elles doivent être aujourd'hui intégrées dans l'ensemble des chaînes de valeur des territoires et des entreprises. Et puis, seulement revenir, c'est que par rapport à un tourisme qui est quand même de plus en plus complexe, parce qu'on est soumis à des ruptures, des stop and go de plus en plus réguliers, et à mon avis, c'est fait pour durer, entre le terrorisme, la rupture aussi, les problématiques sanitaires, les changements climatiques, des problématiques sociaux, de grève, etc., on est dans une logique vraiment fait preuve davantage beaucoup de souplesse, de vision et de sens. Et l'approche du tourisme dans un secteur qui est mature, eh bien, c'est une approche qui n'est pas uniquement commerciale ou marketing, elle est une approche, comme on dit de plus en plus, le terme holistique, global. Donc on fait référence bien sûr au marketing, mais aussi à la sociologie, mais aussi à la médecine, voire à l'épigénétique, voire aussi à la philosophie. Et pour ma part, c'est vraiment un élément en regard aujourd'hui. Pour dépasser le problème, il faut avoir un stade de conscience différent. Et donc, il faut systématiquement progresser pour regarder le problème avec un peu plus de hauteur. Si on devait illustrer les différents niveaux, moi, je vais vous dire, OK, à quel niveau vous jouez ? Première division, deuxième division, troisième, quatrième division. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans une logique de dire, j'ai un produit standard et je pousse mon produit indifféremment sur l'ensemble des marchés ? C'est plutôt une économie industrielle.
Est-ce que j'ai commencé à segmenter mon offre? Là, je suis plutôt dans une logique de service. Est-ce que je garantis une transformation et j'ai bien construit mon offre par rapport à des besoins consommateurs et je m'adresse bien aux segments en étant vraiment time to market par rapport à leurs occasions d'achat? Et là, je suis davantage dans une économie d'expérience personnalisée qui va avoir 4 grandes, on va dire, différences par rapport à un simple service. C'est je garantis la personnalisation, je garantis la mémorisation, je garantis l'émotion, le pic émotionnel, on l'a vu ce matin aussi, et en même temps la transformation des besoins. Donc première question, dans quelle catégorie vous jouez? Quand on parlait de complexité, la façon dont nous on a intégré cette complexité au niveau du CRTC des Hauts-de-France, c'est notre chaîne de valeur, où on est assez proche de vous, genre en chaîne de valeur. Moi, j'ai regardé un peu tes documents ce matin. Eh bien, on a une fonction R&D qui est maintenant indispensable pour connaître les besoins, une fonction d'accompagnement des acteurs, une fonction après de pousser aussi des offres adressées à des cibles à travers des parcours clients, et puis en même temps après, derrière, on a intégré aussi une business management avec des business développeurs natifs des marchés, parce que l'approche à l'international, c'est une approche culturelle. Donc j'ai une collaboratrice allemande, une collaboratrice belge, flamande, un collaborateur britannique, voilà, et une collaboratrice chinoise. Voilà. Ce qui doit dire que je dois aussi, moi, dire quand j'arrive à 9h avec ma collaboratrice allemande, il faut que je sois à 9h moins le quart. Sinon, voilà. Et que ma collaboratrice chinoise, si je ne l'invite pas à déjeuner une fois par mois, elle vient me voir en disant « Jean-Philippe, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Voilà. Donc c'est vraiment du management interculturel, donc ça se complexifie un peu plus dans nos métiers. Donc 4 grandes fonctions au niveau de la structure, des compétences qui sont dans notre core business, qu'on vient nourrir en permanence, innovation, accompagnement, marketing digital et business développement. Voilà, ce paysage, le décor étant installé, on va maintenant parler de cet ancrage culturel à travers 4 exemples concrets. Et pour démarrer, il y a un fil rouge. C'est d'abord savoir qui nous sommes. Est-ce que dans la salle, quelqu'un a déjà écouté parler du design humain? Si oui, vous levez la main. Design humain. Voilà, très bien. Une personne. Voilà. Est-ce que tu as fait ton design humain? Tu le connais? Non. Moi, je vous encourage à aller sur YouTube et voir design humain. Et c'est une approche holistique de la personne qui permet de vous connecter, une première phase, vers vos consciences, vos compétences conscientisées, mais surtout peu conscientisées. Eh bien, c'est la même chose que ce que j'ai fait à l'échelle du territoire avec notre équipe de la Picardie et des Hauts-de-France. D'abord, on est passé, grâce au portrait identitaire, à une forme d'abord de compréhension de nos aptitudes, donc en termes de marqueurs, traduites par des marqueurs et par des valeurs. En Picardie et en Hauts-de-France, on est plutôt des gens, on aime l'innovation pragmatique. On aime innover, mais il faut tout de suite, et quasiment en même temps, qu'on trouve son application concrète. On aime s'engager. Voilà, le Racing Club de Lens, premier club de supporters en France, c'est pas pour rien. Voilà. Et moi, quand je vais voir jouer le Racing Club de Lens, j'y vais autant pour les frissons dans les tribunes, quand on chante les corons, que sur ce qui se passe sur le terrain. Et puis en plus, c'est le seul, un peu comme à l'anglaise, le seul stade où je vois 3 générations avec 3 maillots différents, qui correspondent à 3 étapes différentes de vie du club. Transmission, culture, ancrage, enracinement, voilà. Valeurs. L'esprit d'équipe, on verra que dans le système de jeu, le développement de l'économie touristique, c'est un point important. Une vision à long terme. Cette notion, on est des besogneux, on est des mineurs, on est habitué à un travail de somme, à creuser, à ramer, voilà, à faire face à de l'adversité. On était une terre d'invasion, donc on a toujours été une frontière vivante par rapport à des invasions. On a été le premier théâtre de la Première Guerre mondiale. Donc les bombes, les bombardements, la destruction, la reconstruction, on connaît bien. Donc ça a forgé une forme de ténacité, de courage, d'humilité aussi en même temps. Et en même temps, on est à la fois humble, mais on aime bien relever des défis. Toujours une notion d'énergie, voilà, et puis des valeurs qui sont surtout des valeurs dans la relation à l'autre. Parce qu'on a souffert, on reconnaît des gens qui sont en souffrance, on a envie de les aider. Et c'est le propre de la résilience. Ce que vous avez fait pour vous, à un moment donné, vous avez envie de le faire pour les autres. Eh bien, dans le tourisme, comment ça se traduit? Eh bien, notre mission, si je respecte l'ADN du territoire, grâce à ce portrait identitaire, eh bien, nous, on aime
contribuer au ressourcement, au dépaysement, au divertissement, au renforcement des liens de nos visiteurs grâce aux acteurs du tourisme qui sont les complices de la performance de l'expérience client. Et là, c'est toute l'intelligence du cœur qui est propre à la région, qui vient être la mission qui nous anime. Donc ce qu'on aime, nous, c'est de voir les gens heureux et de les voir repartir heureux. Parce qu'on est humble et que on est souvent, parfois même, un complexe d'infériorité et que dans notre rémunération, quand quelqu'un nous dit bravo, on s'est vraiment diverti, on s'est reconnecté, on s'est ressourcé, eh bien on a ce sentiment du travail bien fait. Et qui pour nous, on l'a vu précédemment dans les marqueurs, le travail bien fait, c'est un élément constitutif de notre ADN. C'est un territoire où il n'y a pas de pire insulte que se faire traiter de feignant. Et là, on est marqué par plusieurs générations. C'est comme ça. Voilà. Donc, ça se traduit dans une mission, je dirais presque une mission de vie, orientée client. Et donc, comme on s'intéresse aux clients, eh bien, on a vu, comme l'avait fait ce matin avec OpinionWay, qu'un client, c'est plusieurs facettes. Et donc, on a étudié quelle était notre segmentation marketing, voilà, et que l'enjeu, c'est de servir mieux. Eh bien, c'était de servir les attentes au bon moment avec les bonnes solutions. Mais qu'un client pouvait venir plusieurs fois dans notre territoire dès lors qu'on allait partir de ses besoins. Donc on a fait une étude comme OpinionWay pour la segmentation, on a identifié 12 segments et on travaille sur, pas forcément à rechercher plus de clients, mais à trouver les meilleures solutions par rapport aux besoins clients. Et ce que je peux vous garantir, c'est quand vous avez avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement, trouvé avec créativité, avec amour des clients, amour du territoire, bâti les solutions pour répondre à des besoins de parents, par exemple, qui se sentent coupables parce qu'ils ne passent pas assez de temps qualitatif avec les enfants, de gens qui ne se parlent plus parce que chacun est pris dans son rythme et on commence à avoir des vies parallèles. Eh bien, nous, on aime relever les défis qui disent en 48 heures comment on essaye de pouvoir changer les choses. Et c'est franchement ce qui nous anime. Alors ça se traduit d'abord par un magazine qui s'appelle Esprit Hauts-de-France, qui est vraiment construit avec cette potion, cet engagement, avec beaucoup d'amour et beaucoup, je dirais, de cette mission de vie. Elle est complètement travaillée. C'est tout sauf une plaquette touristique. C'est notre cœur que l'on met complètement, nos tripes que l'on met vraiment aujourd'hui en scène et qu'on traduit avec cette logique, avec esthétisme, avec compassion, avec humour, avec espièglerie, complicité, voilà, avec exigence du travail bien fait. Eh bien, ça se traduit aujourd'hui par Vital Media, qui représente 1 million de lecteurs, plus de 180 000 abonnés. 59% sont des habitants et qui attendent et qui célèbrent avec nous ce numéro. On a même des profs de philo qui nous jouent avec nous et qui nous donnent des citations pour aussi venir mettre en scène des images. On a aussi, bien sûr, des gens qui contribuent à nous donner des idées. Et ça devient un outil qui est véritablement un outil qui est dans le cœur des habitants, puisqu'il représente 59% des 180 000 abonnés, qui est attendu, qui est célébré. Et le passage du lecteur en consommateur, c'est 42%. Et ça représente 22 millions d'impact économique, voilà, sur une année. Mais parce que quand vous mettez les choses avec du cœur et que vous diffusez, eh bien, cette poussière d'étoiles, elle crée ce qu'on appelle la réceptivité. Et on trouve bien cette notion d'innovation appliquée. Deuxième exemple, on a une plateforme week-end où on accompagne des acteurs avec un marketeur qui est quelqu'un qui connaît bien le territoire où se situe l'hébergeur, et puis quelqu'un du CRT qui connaît bien, lui, le segment sur lequel l'hébergeur va vouloir se positionner. Et donc, on va faire un travail d'accompagnement pour permettre à l'hébergeur de construire une offre où on va partir, non pas de son produit, mais d'abord des besoins clients, en lui demandant, mais écoute, maintenant, toi, au niveau de ton hébergement, quelle solution, comment tu vas t'y prendre pour résoudre en 48 heures le besoin de cette famille, de ce couple ou cette personne seule. Et puis le marketeur est aussi là pour l'aider, parce qu'automatiquement, on travaille à l'échelle d'un territoire, et quelle va être la combinaison qui va permettre de pouvoir garantir cette transformation.
Donc ce processus-là est très collectif, parce qu'on aime jouer en esprit d'équipe, et donc les marketeurs sont au sein d'office de tourisme, sont des gens qu'on vient alimenter avec des études, avec des outils, des formations régulièrement. Ils sont bien disséminés, c'est notre équipe à l'échelle des Hauts-de-France. Et on est allé un peu plus loin parce qu'on a identifié sur le territoire des habitants qui eux aussi partageaient cette passion du territoire. Et on s'est dit, au-delà pour construire l'offre, on va aussi aller jusqu'à cette logique d'immersion, de contact avec les habitants, même avant le séjour. De dire, si moi je prépare mon séjour et que je suis un passionné d'équitation ou de gastronomie, eh bien je peux contacter quel habitant du territoire qui va pouvoir me donner ses bons plans pour que je puisse être non pas comme un touriste, mais comme un voyageur qui est en contact déjà avec les habitants et qui va voir, like a local, qui va voir les choses, comme c'était dit ce matin par Opinion Way, au plus près de la population. Quels sont les lieux qui incarnent au mieux l'âme du territoire? Quels sont les lieux où je peux rencontrer les habitants, ou les marchés, les producteurs, et cette logique d'un tourisme immersif, d'un tourisme intégré. Donc on anime ce réseau d'habitants experts. Voilà. Et voilà comment ça se traduit. Il y a une offre produit, là c'est une offre couple, et puis au bas de l'offre, dans le descriptif, il y a les contacts avec les habitants et qui ont leur adresse mail et qui leur permettent de prendre contact avant le séjour. En plus, on a une fonction de chat, bien sûr, et quelqu'un qui a besoin de disponibilité. Pour la Saint-Valentin, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on a des appels en disant souvent de monsieur, écoute, il me reste 48 heures, je ne trouve plus d'hébergement, tout est bouclé, alors s'il vous plaît, sauvez-moi, il me faut trouver une disponibilité, une chambre d'hôte sympa, avec spa, piscine, voilà. Et là, nous, on aime rendre service. Voilà. Et la collaboratrice qui fait ça, c'est quelqu'un qui était à l'accueil avant, qui était entre guillemets une petite main, mais aujourd'hui, elle représente un taux de concrétisation des offres qui est extrêmement important. Et c'est sa mission de vie. C'est-à-dire que le dimanche, le samedi, si on l'appelle, elle va aller chercher la disponibilité. Voilà. Donc comment on met en œuvre l'intention, l'ADN, les marqueurs, les valeurs d'un territoire? Au niveau de l'équipe et au niveau des habitants et bien sûr des acteurs. Comment on aligne au service d'une transformation et d'un besoin attendu par le client. Et bien, ce qui est intéressant, qu'on a prouvé avec cette démarche-là que même en temps de crise Covid, on est en progression. Quand on est en crise Covid, qu'on a plusieurs mois de fermeture, on fait une progression seulement de 10%. Quand on est hors période Covid, on fait une progression souvent à plus 20%. Et là, l'objectif des 4 millions d'euros, qui est l'objectif en vue pour 2021, sera certainement atteint. Et donc, on a prouvé une chose, que l'ubérisation n'est pas une fatalité. Et qu'entre un Booking et un Airbnb, si on crée une plateforme avec cette puissance de l'intention, cet alignement, ces valeurs qui sont complètement incarnées et mises en œuvre de façon très concrète et très opérationnelle, eh bien, on a maintenant des hébergeurs qui nous disent, moi le week-end, je débranche Booking et je mets les disponibilités sur la plateforme régionale parce que j'ai une clientèle qui est plus sympa, j'ai une meilleure valeur ajoutée, je ne reviens pas pour un prix et je me régale avec ces clientèles-là. Et puis, comme on est des gens généreux, je vous donne un troisième exemple. Au sortir du Covid, on a souhaité mettre en place des rendez-vous bien-être avec l'hyper-proximité. Et peut-être on était assez orienté plutôt habitants. Parce qu'il y avait la contrainte des 10 km à un moment donné, et on s'est dit, comment cette puissance d'intention, alors ça nous a beaucoup aidé, parce que parfois quand on est en mouvement, il y a quand même cette fameuse loi de l'opportunité s'ouvre uniquement aux esprits préparés. La crise Covid, ça a presque été une opportunité pour notre développement. Parce qu'avant la crise Covid, j'avais fait venir un médecin, qui s'appelle Philippe Rodet, qui a écrit plusieurs bouquins, qui est un médecin urgentiste, et son sujet, c'est vraiment les boucliers contre le stress. Et on avait fait avec lui 17 conférences dans 17 territoires différents des Hauts-de-France pour montrer comment le tourisme et l'art de recevoir, l'art de prendre soin, était un bouclier contre le stress. Et comment, de façon très scientifique, on faisait baisser le taux d'ocytocine, enfin de cortisol exactement, l'hormone du stress, et on augmentait le taux de dopamine ou d'ocytocine, d'autres hormones du plaisir. Voilà. Mais pour qu'au départ, pour qu'on fasse baisser le stress, il fallait d'abord baisser le stress par une attitude d'accueil bien spécifique
pour après qu'il y ait du plaisir. Mais si on voulait mettre du plaisir sans faire auparavant baisser le stress, ça ne marchait pas. Et donc on a simplement sensibilisé les acteurs par des conférences. En plus, il est très comique, donc ça se passe très très bien. Et puis là-dessus arrive le confinement, où on parle donc automatiquement de pandémie, donc on parle automatiquement vase communicant en la recherche du bien-être. Et comme on avait nourri les territoires avec cette préoccupation-là d'apporter du bien-être, eh bien, ce sujet-là il devenait vraiment d'actualité. Et on commençait à avoir esquissé une réponse par rapport à sortie de crise. Et lors de ces conférences, on avait associé des thérapeutes, on avait associé des sylvothérapeutes, des sophrologues, des nutritionnistes, et on les avait connectés avec des équipements culturels, équipements touristiques, hébergeurs. Et bien pendant les confinements, on a continué à créer cette mixité, ces rapprochements territoire par territoire, et on a abouti jusqu'à créer 1000 rendez-vous bien-être, qui sont toujours en ligne. Et aujourd'hui, qu'on soit habitant ou visiteur, dans un rayon de 10-15 km autour de chez soi, on a toute une diversité de rendez-vous bien-être chaque week-end. Là, c'est une expression de la notion d'abondance, de l'art de prendre soin, de l'ADN du territoire, qui est mis complètement en mouvement. Ce que je voudrais résumer peut-être dans cette démarche-là d'un tourisme ancré dans une culture locale et qui vient complètement s'incarner et se traduire par des outils et par des offres, eh bien chacun trouvait de mieux que ce qui avait été fait par, je crois que c'est exactement un sociologue, c'est Dr. Wayne, qui a parlé des 7 visages, la puissance de l'intention. Et ces 7 visages, d'abord, c'est la créativité, parce que quand on est engagé, on est créatif. C'est celle de la bonté, de la générosité, parce qu'on a ce goût de pouvoir transformer, de trouver des solutions pour les autres. On a l'amour du métier, l'amour du territoire, l'amour des clients. On a aussi cette connexion à la beauté, à l'esthétisme, et dans tout ce que l'on fait, on y mettre aussi une dimension esthétique forte. Eh bien, automatiquement, quand on travaille de cette façon-là, on crée une réceptivité. Et que quand on regarde son travail, son territoire et ses acteurs sous l'angle de la créativité, de la bonté, de l'amour et en même temps aussi de la générosité, on trouve toujours des idées pour toujours relancer systématiquement une dynamique de l'offre. Et donc, à partir de là, c'est la notion d'expansion. Voilà. Et en termes de management, ça permet effectivement de donner du sens, de fédérer avec une vision commune qui est l'art de prendre soin. C'est notre claim aujourd'hui. C'est de concrétiser la vision par des résultats concrets, mesurables. C'est aussi de développer les talents des collaborateurs avec cette logique-là. C'est-à-dire que les collaborateurs aujourd'hui, en pratique la symétrie des attentions. Donc je crois que je suis le premier manager à ma connaissance à avoir payé une après-midi de sieste sonore à mes collaborateurs. On les a amenés dans une abbaye cistercienne avec un bain sonore, donc des bols tibétains. Parce que les gens qui écrivent, les gens qui proposent aux journalistes, il faut d'abord avoir vécu les choses pour pouvoir en parler de façon extrêmement concrète, avec amour, avec créativité, avec envie. Eh bien, oui, j'avoue que je suis le premier manager à avoir financé des siestes pour mes collaborateurs. Voilà. Bien. Il ne dort pas au bureau, par contre. Non, pardon. Mais derrière, ça traduit une véritable exigence. C'est-à-dire que le collaborateur qui est en face de moi, lorsqu'il me parle d'un sujet ou d'un problème, j'analyse les choses à travers ces verbes-là. C'est quoi ton intention? C'est que tu poses un problème ou tu apportes une solution? C'est quoi ta pensée? Est-ce que ta pensée elle se traduit par un verbe d'action? Est-ce que le verbe il passe à l'action? Et l'action, elle mesure quel résultat? Donc ça veut dire que derrière cette puissance de l'intention, il y a aussi derrière une forme, bien sûr, de bienveillance et d'exigence. Dans le fait d'appliquer et d'incarner dans l'action cet engagement-là. Et on a continué à sensibiliser nos acteurs. Et le dernier exemple que je veux vous faire partager, c'est le 15 décembre. Vous pourrez même le suivre online parce que Jean, on est amis. Et donc, ça veut dire que cette conférence-là, eh bien, si les acteurs d'Occitanie veulent en profiter, on donnera le lien au CRT Occitanie qui pourra le diffuser. Et je vous invite tous et toutes à assister en streaming à la conférence qu'on donnera le 15 décembre avec le philosophe Charles Pépin, « Pourquoi la beauté nous fait tant de bien ?» Et pour nous, c'est une façon de stimuler une offre nouvelle de visite de musée, même naturelle, en étant sur le ressenti.
c'est plus le guide qui va nous dire ce qu'on doit penser ou ce qu'on doit écouter, c'est comment on va naviguer dans les œuvres et dire mais cette œuvre-là, elle m'interpelle, elle me touche. Et donc je vais voir le médiateur culturel et je lui demande qu'il me parle de l'artiste, de l'œuvre et de l'intention de l'artiste. En conclusion, je vous pose simplement quelques questions. Quelle est votre intention? Quelle transformation veulent vivre vos clients? Comment pouvez-vous les aider? Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Conférence très inspirante. Merci beaucoup. Pierre Lagache, je vais vous demander de passer sur la scène, de prendre un micro. Donc vous êtes un petit jingle pour présenter Pierre Lagache. Allez hop. Pierre Lagache, donc vous êtes le directeur de l'Hôte Tourisme, vous êtes le témoin Occitanie sur cette conférence. Alors quand on s'est appelé au téléphone pour préparer les convergences, vous m'avez dit, ça m'a frappé, moi mon métier, ça ne consiste pas à permettre aux Parisiens de passer de bonnes vacances dans le Lot. Expliquez-nous ça. C'était un petit peu provoque. Merci en tout cas Jean-Philippe pour ton intervention. Pas facile de passer après le coup de la sieste animé par le bol tibétain, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Oui, enfin, en fait, quand je dis que la finalité de mon métier, c'est pas de faire en sorte que les Parisiens passent de bonnes vacances dans le Lot, c'est quand même un objectif, hein, voilà, que ce soit clair. Mais je prononce cette phrase pour finalement amener à prendre conscience que la finalité de notre métier, elle est quand même très très ancrée sur l'intérêt du territoire. Voilà. Le touriste, bien évidemment, c'est un client important pour nous dans notre action au quotidien, puisque Jean-Philippe l'a bien expliqué, notre objectif c'est de le satisfaire, voilà, c'est de créer les conditions pour que le séjour soit une réussite, voire même peut-être même un accomplissement. Mais finalement, cette réussite, elle est au service d'un objectif qui est celui de faire vivre notre territoire. Moi, je suis dans un département rural, hein, le Lot, 170 000 habitants. Donc on est vraiment au cœur de la ruralité, avec une activité touristique qui est importante, puisqu'on double la population en période estivale. Au mois d'août, on a même sans doute plus de touristes que d'habitants dans le département. C'est dire à quel point cette activité est importante et essentielle au fait que des habitants puissent vivre dans ce territoire. Il y a une enquête qui avait été menée il y a quelques années qui montrait qu'un tiers des petits commerces en milieu rural n'existeraient pas si le tourisme n'était pas présent. Donc ça veut dire que grâce à cette activité, on arrive à maintenir des populations, y compris parfois dans des secteurs reculés, parce que ces services dont les équilibres économiques ne sont pas forcément simples à atteindre, réussissent à finalement survivre grâce à la présence des touristes. Donc tout ça pour rebondir sur votre démarrage par rapport à mon intervention. Mais ce que vous voyez à l'écran, en fait, renvoie à une autre idée, c'est que l'habitant, bien évidemment, on est là pour le servir, mais il peut aussi être contributeur, lui également. Alors, il l'est en tant qu'acteur touristique, bien évidemment, et il doit l'être sans doute de façon un peu différente aujourd'hui qu'il ne l'a été de par le passé, en intégrant cette valeur d'hospitalité, cette attention à la personne accueillie et sans doute dans sa capacité à transmettre des valeurs aussi dans cette hospitalité beaucoup plus qu'avant, parce qu'il y a une vraie attente aujourd'hui des clientèles touristiques là-dessus. Mais il peut aussi, en tant qu'habitant, et pas forcément prestataire touristique, il peut jouer un rôle aussi moteur sur la question touristique. Alors cette question-là, dans le Lot, on l'a testée il y a déjà quelques années, puisqu'il y a une opération qui a été menée, c'était au début des années 2000, qui s'appelle l'opération Ambassadeur Lotois. Et en fait, elle est arrivée un peu par hasard, cette opération, puisque elle n'est pas partie d'une réflexion qui partait du principe qu'il fallait s'intéresser à l'habitant.
Le point de départ, ça a été une revendication, et c'était juste avant que j'arrive en fonction à la direction de l'ADT, une revendication des prestataires de lieux de visite qui constataient que leur fréquentation diminuait. Donc bien évidemment, quand on se retrouve dans cette situation, on cherche un coupable. Bon, je ne ferai pas de parallèle avec l'actualité du moment et les tendances actuelles à chercher des coupables qui sont forcément ailleurs, mais on était dans ce schéma-là. Voilà. Bon, alors on a regardé les chiffres, on a cherché à comprendre pourquoi effectivement le nombre de visiteurs baissait. Et en fait, globalement, il ne baissait pas. Simplement, il y a une offre qui s'était étoffée avec de nouveaux sites de visite qui s'étaient créés et bien évidemment une part du gâteau qui avait diminué, donc un impact globalement négatif pour chacun des sites de visite, notamment ceux qui préexistaient. Et donc là, de fil en aiguille, la réflexion a porté sur une réflexion marketing en se disant mais comment relancer la fréquentation sur ces sites de visite et assez naturellement, on a constaté que l'accueil chez parents et amis était très important. Et avec un retour de la part des sites de visite qui nous disaient mais nous les lotois on ne les voit pas tellement, hein. On ne les voit pas tant que ça, on aimerait bien les voir davantage. Donc on a monté cette opération ambassadeur qui partait sur un principe assez simple qui était de donner la possibilité à un habitant d'accompagner ses hôtes pour visiter des sites avec une gratuité d'entrée. Le succès était au-delà de nos expériences. Ça a vraiment très bien fonctionné et d'une opération qu'on imaginait voir fonctionner quelques années, c'est une opération qui a duré 10 ans, ce qui est long pour une opération de ce type-là. Et en fait, on a compris finalement que le succès de cette opération reposait sur un élément sociétal assez simple finalement, c'était l'attachement des lotois à leur territoire. Au-delà de cet attachement, une certaine fierté et cette fierté les amenant à avoir un plaisir visiblement réel, hein, à devenir un ambassadeur de ce territoire et à faire découvrir ce territoire. Donc on a eu quelques années plus tard une enquête qui était menée par le CRT, Midi-Pyrénées à l'époque, où la question était posée aux habitants de la région de savoir quel était leur degré d'appartenance territoriale. C'est-à-dire, est-ce que vous vous sentez plutôt habitant de Midi-Pyrénées? Est-ce que vous vous sentez habitant de votre commune? Est-ce que vous vous sentez d'abord, ou alors vous identifiez plutôt à votre département? Et globalement, bon, sauf pour le cas particulier des Toulousains, il y avait un attachement assez fort au département. Et il se trouvait que dans le Lot, c'était le département où l'attachement était le plus fort. Voilà. Et donc, en fait, on avait simplement, malgré nous, levé finalement un levier, activé un levier qui était cet attachement au département qui avait permis finalement à ces habitants de jouer un rôle moteur dans la relance finalement de l'économie touristique, malgré eux d'une certaine façon, parce que ce n'était pas leur objectif prioritaire. Et les nouveaux arrivants dans le Lot, c'est la même chose? Ils se mobilisent pareil ou... Ben, c'est même plus, parce que généralement, quand les gens s'installent dans notre territoire, c'est qu'il y a toujours sauf cas particulier, il y a toujours un attachement. D'ailleurs, on sait que beaucoup de nouveaux habitants sont passés par la case tourisme aussi. Voilà. Ils ont découvert le département en tant que touristes. Ils ont appris à le découvrir, à l'aimer, et puis au point d'envisager un projet de vie sur ce territoire. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc les néo-ruraux, comme on les appelle, étaient parmi les premiers ambassadeurs, ça c'est évident. Oui, et vous me disiez qu'ils en tiraient les bénéfices. Vous m'aviez cité cet exemple assez frappant, là où il fallait arbitrer ou pas entre une crèche et un office du tourisme. Ah oui, alors ça c'est un autre exemple qu'on a évoqué lors de notre entretien téléphonique. C'est un exemple qui m'a marqué parce que on est quand même parfois dans une situation où on oppose l'intérêt de l'habitant à l'intérêt touristique. Comme si le tourisme était finalement l'affaire des touristes, alors que c'est finalement d'abord l'affaire des habitants. Et je me suis retrouvé dans une réunion dans une petite commune du sud du Lot. C'était une réunion d'une communauté de communes où il s'agissait d'apporter un éclairage technique sur un projet d'aménagement dans un office du tourisme. Et en fait, dans le cadre de l'ordre du jour, on s'est retrouvé face à deux projets qui étaient étudiés par les élus.
un projet de crèche et un projet donc, de rénovation, d'aménagement de l'Office du tourisme. Et assez vite, finalement, le débat, il a mal tourné. Et c'était devenu un débat où il fallait trancher entre choisir finalement l'intérêt des habitants au travers du projet de crèche ou l'intérêt des touristes au travers du projet d'Office du tourisme. Donc je me suis permis bien évidemment d'intervenir pour expliquer que les choses n'étaient pas aussi cartésiennes et basiques, que finalement la population des villages environnants vivait sans doute pour une partie du tourisme, et que les services qui existaient, en faisant référence justement à l'étude que j'ai évoquée tout à l'heure, dans ces villages, étaient présents sans doute aussi, pour une part, grâce au tourisme, et que à sacrifier finalement une activité porteuse d'économie et donc aussi de lien social sur ce territoire, la question de la crèche pourrait à un moment donné ne plus se poser. Voilà. Donc, bon, je ne sais pas si j'ai été complètement entendu, mais en tout cas, ça a permis de faire passer le message à ces élus. On a souvent des modes de pensée simplifiés. C'est-à-dire que c'est assez aisé d'opposer les choses, c'est beaucoup plus compliqué de voir les choses de façon systémique. Et je crois que l'un de notre rôle aussi, dans nos métiers, au quotidien, dans le conseil qu'on est amené à prodiguer, c'est d'amener aussi les acteurs de nos territoires à avoir cette approche quand même un peu fine du fonctionnement systémique des choses, voilà, sans forcément les opposer, parce que les choses ne sont pas forcément aussi opposables. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions avant de clore les plénières. Allez-y. Oui, monsieur, parlez fort et on va gagner du temps. Présentez-vous, parlez fort. Plaisir. Alors, bon, le lien avec la tangente, on ne l'a pas encore trouvé, c'est assez récent, j'espère qu'on va trouver. Ils ont besoin de stabiliser aussi aujourd'hui leur modèle, voilà, et de se poser la question aussi de la partie B2C. Moi, je considère qu'on ne peut pas faire de l'accompagnement en B2B si on n'a pas une culture, une audience, une connexion client qui est forte. Voilà. Donc, voilà, nous, on leur a proposé d'apporter cette brique-là, de la partager. Ensuite, on voit bien que quand on parle des valeurs, c'est qu'elles se transposent comment en termes d'offres touristiques, elles se transposent comment, elles s'incarnent comment en termes de management. Et c'est vraiment cette logique d'alignement. Moi, aujourd'hui, j'évalue chaque année les managers, mes collaborateurs qui ont des fonctions de management sur leur capacité à faire grandir les collaborateurs. Donc, cette logique-là de faire grandir ou d'apporter des solutions, ça doit aussi toujours être matérialisé de façon mesurable. Et c'est ça, je crois, l'élément clé. C'est comment, de valeur ou de marqueur, on l'intègre dans l'attente client. Mais quand on connaît des attentes clients, on voit comment les valeurs peuvent venir s'incarner. Et souvent, comme on a commencé à parler sur l'esprit des Hauts-de-France, maintenant on parle de l'esprit de Picardie, mais comment on vient aujourd'hui incarner en termes de qualité d'un document, le magazine, comment en termes d'engagement, la personne qui est rédactrice en chef du magazine, Isabelle Tellier, c'est un accouchement, c'est quelque chose qui dépasse, et sa mission de vie, ça dépasse le cadre de son travail. Donc, c'est vraiment venir s'appuyer sur des gens qui incarnent ces valeurs, et puis en même temps d'autres, c'est comment je les aide à pouvoir les concrétiser en management ou en production, et avec derrière une appréciation. Merci beaucoup. Autre question? Allez-y, si vous en avez, vous levez la main et on la prend. Non? Bon. Oui, ah pardon, excusez-moi. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. On parle beaucoup d'innovation, c'est un mot que vous n'avez pas utilisé.
et je vous en remercie, parce qu'il peut être un peu galvaudé. Et ce que je comprends de ce que vous dites, c'est peut-être une confirmation, c'est qu'en fait, c'est plus un changement de culture, d'approche et de transformation avec ce que vous avez appelé des valeurs, du management, mais aussi de passer en mode projet qui vous amène à cette transformation. C'est pas autour du mot... Enfin, vous avez incarné l'innovation à travers... Oui, j'ai parlé d'innovation pragmatique. Oui, tout à fait. Ou d'innovation appliquée. Voilà. Et si je devais résumer notre façon peut-être de répondre aux deux questions, moi j'ai une utopie. Tout à l'heure je parlais d'utopie. Alors pour en parler, je peux me lever, je ne peux pas rester assis. Quand je parle d'utopie, ça nous mobilise. En tant que manager, j'ai une utopie, c'est de relier les gens à leurs talents, souvent non conscientisés, mais faire que l'entreprise leur permette de pouvoir conscientiser leurs talents. Et là, des outils comme le design humain m'ont beaucoup aidé, y compris d'abord pour moi, dans le premier lieu, donc j'ai testé. Et dès lors que le collaborateur a conscience qu'il a ce talent-là, qu'il n'a peut-être jamais utilisé, c'est comment dans la mission, dans le projet, on va favoriser la situation où il va être dans l'expression de son talent, pour le prouver d'abord à lui-même. Et c'est peut-être là l'innovation managériale qui est peut-être la plus précise. Alors, je ne gagne pas à tous les coups, hein. Parfois, mais il y a des gens qui m'ont dit, voilà, moi, cette réunion-là, je me sens mal pour l'animer. J'ai dit, mais pourtant, dans ton design, tu as cette capacité-là. Écoute, vas-y, on va voir, et ça se passe très bien. Et là-dessus, c'est quelque chose que je veux vraiment accélérer, parce qu'on passe tellement de temps au travail que si on passe à côté des talents qui sont en nous et qui ne demandent qu'à s'exprimer, et comme on travaille au minimum 5 jours sur 7, voire 6 sur 7, voilà, bah autant que ce soit dans l'expression de son talent et dans le plaisir, parce qu'on sait qu'automatiquement derrière, en termes de production, d'intention et de qualité, on sera à un niveau supérieur. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, donc on va clore les plénières pour aujourd'hui, mais ce n'est pas fini. On fait une courte pause, hein, je suis désolé. Oui, allez-y, vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup.